Peuple de YouTube, peuple du podcast, bonjour. La période sent mauvais, le fond de l'air est absolument irrespirable, il y a une forme de haine qui flotte dans l'atmosphère et elle n'est ni éthérée ni volatile, au contraire, elle est parfaitement ciblée, mesdames, messieurs, les musulmanes et les musulmans de France font l'objet en ce moment d'une campagne de haine et de diffamation qui est tout à fait stupéfiante, dans le mauvais sens du terme, évidemment. Un sondage commandé par l'IFOP avec des critiques méthodologiques tout à fait cruciales réalisées par l'IFOP avec des critiques méthodologiques massives qui doivent être portées contre lui, mais ce n'est pas tout. Un rapport du Sénat, un rapport complètement fou qui entend interdire le port du voile pour les jeunes filles, mais qui entend même interdire la pratique du ramadan pour les jeunes gens. Comment vont-ils faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Va-t-on maintenant forcer les jeunes gens à manger? Une proposition de loi des Républicains portée par Laurent Wauquiez qui vise à interdire le port du voile aux mineurs dans le mépris, tout cela évidemment, de tout ce que dicte notre Constitution et notre loi de 1905 sur la laïcité. Voilà où on en est en France, une communauté qui fait l'objet d'une haine agitée sans cesse, sans que cela n'appelle la moindre condamnation. Nous on en parle, c'est le thème de l'émission du jour dans le Café Rhétorique. Le son était trop fort? Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Écoutez, c'est pas grave parce que franchement, c'était trop déprimant. C'était trop déprimant, donc on va pas le refaire. On va juste faire... Peuple du podcast, peuple de YouTube, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pas d'intro en musique. Pas d'intro en musique parce que, honnêtement, je viens de la faire. J'ai foiré mon mixage, du coup on m'entendait pas. Et de toute façon, c'était déprimant. Moi-même, ça m'a donné envie de pleurer. C'est bon. J'ai envie de dire, on n'est pas là pour souffrir, ok ? Un petit peu, mais pas à ce point. Voilà. Donc voilà. Hop, pas d'intro en musique. Une intro pleine de virevoltance, d'enthousiasme et de plaisir d'être ensemble, bien évidemment, pour parler d'un sujet absolument terrible, puisqu'on va parler d'islamophobie, de haine des musulmans, de stigmatisation de toute une communauté. Ce sujet qui revient tel un marronnier, hélas. Ce sujet qui est terriblement, je crois, sous-traité. Eh bien, nous, on va en parler, on va s'y confronter. Je pense que c'est crucial, important, parce que l'offensive est quand même tout à fait massive. L'offensive est tout de même massive. Ce sondage de l'IFOP, sur lequel pèsent de nombreuses critiques méthodologiques, le rapport sénatorial des sénateurs LR, un rapport qui transpire d'islamophobie au point d'imaginer interdire la pratique du ramadan aux jeunes de moins de 15 ans. Comment va-t-on faire pour interdire le ramadan concrètement, sans parler bien sûr de la proposition de loi de Laurent Wauquiez qui lui entend interdire le port du voile aux mineurs, tout cela étant radicalement et brutalement anticonstitutionnel. Ouais, ça pue. Franchement, ça pue. Franchement, on va pas se mentir, état du débat public, pas ouf. Voilà, état du débat public, pas ouf. Bon, c'est ce dont on va parler dans le live du jour. Mais alors, attendez, d'abord... Alors, j'avais pas prévu d'en parler. La PEMF va partir directement... PEMF va partir directement... Oula. Attendez. En PLS, évidemment, parce que c'est pas comme si... Attendez, je veux juste savoir si... Ok, dites-moi. Parce que moi, je trouve pas. On a le... PEMFI 18. On a l'image de Bardella qui se prend un œuf ou pas? Est-ce que ça a été filmé? Est-ce qu'on a l'image de Bardella qui se prend un œuf? Moi, je veux savoir si ça a été filmé. Si on a l'image, dites-moi. On a l'image. Putain, pourquoi je la trouve pas? Bardella, œuf. Oui, il y a des images. Ok, j'ai juste tapé Bardella œuf. Jordan Bardella, alors, c'est un short Le Parisien. Ok. BFM TV. Ouais. L'œuf d'extrême gauche.
Putain, Bardella a été victime d'un œuf d'extrême gauche. Oh là là. Ah, attends. Attends, est-ce qu'il y a l'image? Est-ce qu'il y a l'image? Putain, il avait un brushing impeccable, miskin. Franchement, solidarité avec le brushing de Bardella. Hein. Mais non, mais je vois rien. Mais c'est un truc de ouf que... Mais d'où on n'a pas l'image? Alors, attendez. Ici, peut-être? BFM TV. BFM TV, ils sont premiers sur l'info. Ah, est-ce qu'on a l'image? Fais voir. Putain, mais moi, j'ai pas l'image. Bon, si vous trouvez l'image, n'hésitez pas à me l'envoyer. Moi, je vois que l'image de Bardella avec un brushing, mais absolument... Il n'y a pas l'image. D'accord, merci. Merci, Pemf. Ok, donc j'arrête de chercher. Alors, on va juste chercher sur X. On va juste chercher sur X. Alors, attendez. Toc. Jordan Bardella. Ah putain, je fais les blagues de boomer. Ça y est. Je l'ai faite. Hein. Ça y est, je fais les blagues genre face de bouc. Ok. D'accord. Ah oui, il est... Oh là 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 là. Ok. Bon, ça va être... Voilà, c'est bon, j'ai tout. Ah, attends, ça va être une bonne séquence. Hop. Et donc, la dernière chose qu'il faut, c'est... Pardon, peuple du futur. Hein. Pardon pour toi. Hop. Non. Oui, je l'ai. Ok, c'est bon, j'ai tout. Ok. C'est pas comme si on avait déjà un méga sujet. Absolument, mon cher Pem. T'inquiète, c'est bon, tout va bien. On n'est pas pressé. On n'est pas vraiment pressé. On est vraiment très pressé. Alors, hop, impeccable. Donc, c'est bon, j'ai tout. Hop. On est vraiment très pressé, mais j'ai eu une idée. J'ai envie de le dire. Écoutez, voilà, ça se construit. Le live, il se construit en direct. Hein. Très bien. Vous avez vu Jordan Bardella, il a pris un œuf. Voilà. C'est ça l'info. Jordan Bardella, après avoir reçu un jet de farine de la part d'un jeune de 17 ans qui a été condamné à suivre derrière un stage de citoyenneté, eh bien, Jordan Bardella, ce week-end, il a pris un œuf cru en pleine tête. Enfin, en pleine tête. Faut pas dire ça. Quelqu'un, un retraité septuagénaire, lui a écrasé un œuf cru sur la tête. Alors, évidemment, rest in peace. Toutes nos pensées pour le brushing de Jordan Bardella qui était absolument irréprochable en cette séance de dédicace. Ça vraiment, comme dirait Smeagol, gâcher ainsi un bon brushing, c'est vraiment terrible. C'est vraiment inacceptable. Bien évidemment, ici, on ne cautionne pas, on ne s'en félicite pas, on ne s'en réjouit pas. Hein. Vous connaissez ma position. Je considère que le débat public doit se faire à coups d'arguments, que l'extrême droite doit se vaincre à coup de discours, elle doit se vaincre dans le débat public, enfin, elle doit se vaincre par le discours, par le combat des arguments, par l'opposition frontale, vigoureuse, c'est vrai, mais argumentative de la parole, et non pas en allant jeter des œufs, d'autant que je pense que c'est tout à fait contre-productif, puisque ça leur donne l'occasion derrière de se victimiser. Donc ça, c'est ma position. Une fois qu'on a dit ça, c'est un œuf. C'est un œuf, tu vois, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'on fait du débat politique, c'est sans doute, on peut dire que c'est pas acceptable, c'est un œuf. Je veux dire, il va s'en remettre. La seule personne qui a été blessée dans l'affaire, c'est son brushing, éventuellement son ego, et c'est tout, tu vois, c'est un œuf. Bon. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que, évidemment, derrière, Jordan Bardella a déployé une magnifique campagne de victimisation qui vous montre d'ailleurs pourquoi est-ce que c'est vraiment pas une bonne stratégie politique, hein, y compris quand tu veux lutter contre le Rassemblement national, de faire ce genre de choses, parce que tu leur laisses l'occasion derrière de dérouler une rhétorique de victimisation, hélas, tout à fait efficace, et donc ça donne ça.
Jordan Bardella sur Twitter. Ah, attendez. Attendez, je vois mon rideau bouger. Il y a un chat qui veut sortir. Nicolas, tu veux sortir? Allez, hop, tu sors? C'est bon, il est sorti. Donc ça donne ça. Je vais bien. Merci à tous pour vos messages de soutien. Évidemment que tu vas bien, frérot, c'est un 9. C'est pas bien, c'est désagréable, c'est condamnable, critiquable, c'est un 9. Évidemment que tu vas bien, c'est bien sûr que tu vas bien. Je vais bien. Merci à tous pour vos messages de soutien et merci aux centaines de lecteurs pour leur accueil chaleureux dans le Tarn-et-Garonne. Plus nous progressons, plus nous nous rapprochons du pouvoir et plus la violence de l'extrême gauche, de l'intolérance et de la bêtise pure se déchaîne. Mais il souffle sur la France un vent de liberté, de fierté nationale et de patriotisme qu'ils ne pourront pas arrêter. Alors, on rappelle que Jordan Bardella, il s'est pris un 9. On rappelle que les groupuscules d'extrême droite, eux, ils agressent, ils violentent, ils empêchent la tenue de réunions de gauche, tout simplement, de réunions d'associations marquées à gauche. Ils empêchent la diffusion de documentaires pro-palestiniens. On rappelle que eux sont d'authentiques fascistes, que eux utilisent la violence pour aller violenter, molester, tuer parfois les militants de gauche. Il y a une vraie violence qui se déchaîne, c'est la violence d'extrême droite. Celle-là, elle existe. Celle-là, elle est de plus en plus généralisée. Elle s'est manifestée dans les rues de Paris. Souvenez-vous de ces militants néo-nazis qui, après avoir agressé une réunion de gauche, se carapatent dans les rues de Paris en hurlant « Paris est nazi ». Souvenez-vous de ces militants qui, à Angers, je crois, avaient forcé des jeunes gens militants d'extrême droite, militants néo-nazis, réellement. Souvenez-vous de ces militants néo-nazis qui, à Angers, je crois, avaient forcé deux jeunes qu'ils ont identifiés à gauche, les avaient forcés à faire un salut d'extrême droite, un salut nazi, pardon. Leur avaient demandé de faire un salut nazi dans la rue et, devant leur refus, les ont tabassés. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Rennes et partout ailleurs. Donc là, oui, il y a une vraie violence qui se déchaîne dans les rues depuis maintenant des années et des années, bien sûr, mais dont on sent qu'elle se libère depuis 2024 et depuis le fait que le Rassemblement national est aux portes du pouvoir. C'est la violence d'extrême droite, bien sûr. Bon, ça, c'est voilà, juste au passage. Mais alors, vous voyez, Jordan Bardella, bon, alors, évidemment, c'est ridicule. Évidemment, c'est ridicule. Alors, il s'est pas arrêté là. Il s'est pas arrêté là parce que, regardez, il était sur CNews, bien sûr. Il était sur CNews et alors, il a, hop là, il a continué, regardez-moi ça, il était sur CNews. Hop, on va écouter Jordan Bardella sur CNews. Ça dure 3 minutes, on n'ira peut-être pas au bout des 3 minutes, mais bon, ça vaut le coup de l'écouter un peu. Vous savez, ce qui nous distingue, je crois, au fond, de beaucoup de nos adversaires politiques, c'est le sens de l'honneur. Moi, j'ai des principes, je me les applique et je les applique aussi à mes adversaires politiques. Mes adversaires politiques ne seront jamais pour moi des ennemis. Et c'est très certainement ce qui fonde notre différence avec beaucoup de partis, notamment avec des partis de gauche. À chaque fois qu'un responsable politique français, quel qu'il soit de droite, de gauche ou du centre, à chaque fois que l'un d'eux est pris à partie, agressé, insulté, à chaque fois qu'il est attaqué, y compris dans sa vie personnelle, j'ai toujours pris position. Je me suis toujours exprimé pour prendre sa défense parce que je ne supporte pas la violence. J'ai le sectarisme en détestation et je n'aime pas la manière de rejeter avec virulence des gens qui ne pensent pas comme vous. Or, c'est vrai que cette manière de faire, on la voit beaucoup à gauche et je ne comprends pas depuis 24 heures, honnêtement, ce grand silence. Quand un responsable politique de gauche, de droite ou du centre est pris à partie, je prends position, je prends la parole et je le condamne avec la plus grande fermeté en demandant que non seulement l'enquête puisse désigner des coupables, mais qu'elle puisse exiger des sanctions qui soient les plus dures et les plus implacables possibles. Quand ça me... C'est vrai? Bah non, bien sûr que c'est pas vrai. Est-ce que vous avez entendu Jordan Bardella venir condamner les agriculteurs qui entendaient empêcher Sandrine Rousseau d'acheter une maison de campagne? Est-ce que vous avez vu Jordan Bardella s'élever contre la pression des agriculteurs qui organisaient des barbecues géants devant la maison que Sandrine Rousseau n'avait même pas encore acheté, simplement pour empêcher qu'elle s'installe dans un village? Ce qui là est d'une violence bien supérieure. C'est-à-dire que Jordan Bardella, avec son service d'ordre, il a pris un œuf sur la tête. Bon, encore une fois, je trouve que c'est tout à fait condamnable et que ça ne rentre aucunement dans l'idée que je me fais, moi, du débat public et du débat démocratique.
Mais bon, encore une fois, la seule chose qui est blessée, c'est son ego. Quand Sandrine Rousseau, il y a une vraie pression pour l'empêcher d'exercer un droit individuel, qui est le droit d'acheter une maison, si tu en as les moyens, ça pose, me semble-t-il, des problèmes autrement plus graves et plus prégnants de limitation, posée, de tentative de restreindre un de ces droits individuels, garantis pourtant par la Constitution. Donc non, bien sûr que ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Évidemment qu'il n'a jamais soutenu Sandrine Rousseau contre des agriculteurs. Bien sûr qu'il ne va pas faire ça parce que ce qu'eux veulent, c'est le vote des agriculteurs. Donc là, ce qu'il dit, c'est vraiment... c'est faux, tout simplement. Hein. Ce qu'il dit, là, n'a aucune justification. Quand ça concerne un dirigeant du Rassemblement national, quand ça concerne une femme politique comme Marine Le Pen, il n'y a plus personne. Je veux dire, moi, j'ai entendu hier quelques voix s'exprimer. J'ai entendu Marion Maréchal. Bon, attendez, c'est pas ça que je voulais, moi. Pourquoi est-ce qu'il parle de ça là? J'ai entendu Sarah Knafo et le parti Reconquête prendre position. La porte-parole du gouvernement Maud Brejon ce matin. La porte-parole du gouvernement. Et j'ai même entendu, il y a quelques minutes sur une chaîne concurrente, Raphaël Glucksmann, qui a été mon adversaire socialiste pendant la campagne des élections européennes, prendre position en condamnant cette violence. Bon, bah, du coup, c'est bon, tout le monde l'a fait. Bah, du coup, tout le monde l'a fait, non? Mais où est Gabriel Attal? Où est Édouard Philippe? Où est Bruno Retailleau? Où est Monsieur Mélenchon? Où sont les responsables politiques d'Europe Écologie Les Verts? Pourquoi est-ce que quand cette violence, elle s'exerce contre des représentants du Rassemblement national... Attends, t'avais préparé le... Attends, mais c'est dans le... C'est dans l'édito, Pamf? Ah merde, attendez. Non, c'est pas dans l'édito. Ah, mais tu parles de... Oui, non, mais t'inquiète, on va faire derrière le... On aura le temps de tout faire, oh là là. Hop. Soit on se tait, ou pire encore, on légitime, on excuse, on banalise. Pardon, moi j'ai entendu hier sur une chaîne concurrence, BFM TV, une journaliste qui s'appelle Nesrine Slaoui, expliquer que, en gros, grosso modo, le fait que j'ai été agressé physiquement pouvait se légitimer par les positions politiques que je peux tenir. Mais... Ah oui, tu peux pas dire ça, effectivement. Est-ce que c'est ça le sens d'une démocratie? Bah, tu peux le dire. Mais... Est-ce que c'est ça le sens d'un pays dans lequel des journalistes, dans lequel des dirigeants politiques vivent sous protection policière parce que leur liberté d'expression, leur liberté de ton et leur liberté de parole coûtent aujourd'hui extrêmement cher? Donc, faire de la politique, c'est un sacerdoce. Rien ne me fera jamais... Ah là 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 là, salut à toi mon cher Griffu. Faire de la politique, c'est un sacerdoce. Ah ouais, c'est sacré sacerdoce de celui qui s'est fait 700 000 € de droits d'auteur sur son premier bouquin, qui vend le deuxième comme des petits pains, bien aidé par la machine Bolloré qui le propulse partout, qui rêve du pouvoir, enfin vraiment un sacré sacerdoce pour Jordan Bardella. On sent qu'il a pas envie d'être là. Hein. Je suis à deux doigts de chialer. Non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? La seule personne blessée a été son brushing. Alors, c'est pas bien, c'est condamnable, c'est pas l'idée que je me fais et qu'on devrait se faire, me semble-t-il, du débat public ou du débat démocratique. Mais on va peut-être doser un peu. Alors attendez, je me suis trompé d'extrait. C'est pas celui-là où il fait ouin ouin ouin. Il y en a un autre où il fait encore plus ouin ouin ouin. Ça doit être celui-là. Et Hop, voilà. Donc, vous noterez que CNews fait encore une nouvelle fois la promotion de son livre, Ce que veulent les Français, bien sûr. Hein. On va aller justement sur le concret. Qu'est-ce que vous voulez changer pour que cette France qui se meurt, dites-vous, renaisse? L'actualité brûlante, je le disais, puisque hier, vous avez été agressé en pleine séance de dédicace. Ça s'est passé à Moissac par un homme qui s'en était déjà pris d'ailleurs à Éric Zemmour. Notez qu'il a été agressé. Le journaliste ne parle pas à aucun moment ici de... En quoi consiste cette agression? En 2022, ça s'est passé dans le Tarn. C'est-à-dire que, en fait, quand l'agression consiste à aller écraser un œuf sur la tête de quelqu'un, c'est une agression, effectivement. Encore une fois, ça me paraît parfaitement condamnable et je trouve que ça n'honore pas le débat public. Mais il y a quand même une volonté de ne pas blesser. C'est-à-dire que c'est comme les tartes à la crème, c'est comme la farine. Je trouve que ça n'a rien d'honorable et que pour moi, c'est pas comme ça que tu combats un mouvement politique. Au contraire, tu lui donnes l'opportunité de se victimiser. Mais il y a quand même derrière la volonté de ne pas blesser. C'est pas pareil d'aller écraser un œuf que d'aller ne serait-ce que mettre une claque. Ou encore pire, vouloir s'en prendre physiquement à plusieurs. Bon. Donc,
il faut aussi doser. C'est-à-dire que là, le fait de dire agression, 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 sans préciser de quoi il s'agit, quand tu parles d'un homme politique qui a été victime d'une agression, tu n'imagines pas un homme politique qui a été enneufé. Tu as d'autres images qui émergent à l'esprit. C'est pour ça que ça me semble important quand même de préciser que, oui, on lui a écrasé un œuf sur la tête, c'est pas bien, c'est condamnable, c'est pas l'idée qu'on doit se faire, me semble-t-il, du débat public et démocratique. Son intégrité physique, à l'exception notable de son brushing, n'a cependant pas été mise en cause. Je crois que c'est important de le rappeler. Garonne. Selon les sources policières, on parle d'un œuf qui vous a été jeté, d'un coup de poing qui a été évité. Ah, s'il y a eu un coup de poing, c'est autre chose. Vous allez Pour le coup, s'il y a eu un coup de poing, c'est autre chose. peut-être nous raconter dans un instant ce qui s'est passé. Moi, pour l'instant, on m'a parlé que d'œuf. Hein. Et puis surtout, moi, depuis hier, j'essaie de me poser cette question de fond. De quoi cette agression est-elle le nom? Jordan Bardella, racontez-nous ce qui vous est arrivé hier après-midi. D'abord, j'ai déposé une plainte pour la deuxième fois en moins d'une semaine pour des violences volontaires. Vous rappeliez sur votre antenne tout à l'heure que Celle CNews parle d'un coup de poing, me semble-t-il. Hein. Moi, j'ai pas entendu bullshit le coup de poing. Moi, j'ai pas lu ça dans Le Monde. Bon, ce serait autre chose. j'ai déjà été agressé par un mineur de 17 ans qui s'en est pris à moi et aux agriculteurs avec qui je discutais à la foire de Vesoul à l'occasion de la Sainte-Catherine mardi dernier. Et puis il y a eu cette agression qui a été assez virulente. Ouais, il a été agressé, on lui a jeté de la farine dessus. Hein. Donc la belle victimisation quand même. Hein. De la part d'un individu qui est effectivement connu des services de police, qui est un récidiviste puisqu'il s'en était déjà pris au bus de Marine Le Pen en 2022. Oui, alors... alors effectivement, il avait jeté des œufs sur le bus de Marine Le Pen. Il a jeté des œufs sur un bus. C'est vraiment... Alors, il a jeté un œuf sur Zemmour aussi. C'est le même mec. Hein. C'est le même mec. Et à chaque fois, c'est à Moissac. À chaque fois, c'est au même endroit. Le gars, il attend. Tu sais, c'est vraiment hilarant, quoi. C'est-à-dire que le gars, il attend qu'il y ait un mec ou une nana d'extrême droite qui passe dans son journal. Il vient avec son petit œuf et paf. Bon, c'est pas bien. Encore une fois, c'est pas bien. Mais bon... il s'en est pris au bus de Marine Le Pen. T'as l'impression qu'il y a été, je sais pas, à la Kalachnikov ou au lance-grenade enfin, il achetait des œufs sur les fenêtres du bus de Marine Le Pen. Peut-être elle va s'en remettre. Peut-être le bus aussi va s'en remettre, d'ailleurs. C'est fou. Il s'en était déjà pris à Éric Zemmour. Il a été condamné par la justice et il a récidivé. Il a donc pris un livre. Il a fait la queue comme tout le monde pendant peut-être environ 2 heures. Et au moment de se dresser face à moi, il m'a sauté dessus en portant un coup sur le visage. Et puis les fonctionnaires de police du service de la protection qui assure ma sécurité l'ont exfiltré. Et il a été placé en garde à vue. Voilà, donc me portant un coup sur le visage, en fait, il lui a écrasé un œuf sur le visage. Bon. Alors... C'est un peu con d'avoir acheté son bouquin. Ouais, mais en même temps, tu vois, il a eu sa petite image. Alors, là-dessus, ce qu'il faut dire, c'est on va pas reprocher à Jordan Bardella de déployer cette rhétorique. On va pas reprocher à Jordan Bardella de déployer la rhétorique qu'il est en train de déployer. Évidemment, dans le choix des mots, dans le champ lexical, il y a une forme de dramatisation, une hyperbole systématique qui est plaquée sur les événements pour tenter de faire passer tout cela comme des agressions, comme des tentatives de limiter sa liberté d'expression, comme une volonté tenace de le faire taire et de l'empêcher de s'exprimer, alors qu'il a reçu de la farine il y a une semaine et un œuf aujourd'hui. Certains disent un peu malicieusement dans le chat, la prochaine fois ce sera du lait et on a des crêpes. C'est pas tout à fait faux. En même temps, là, faut plus venir en Bretagne, Jordan Bardella, je sais pas quoi te dire d'autre. Bon, mais... Donc vous voyez que là, il y a une volonté rhétorique, un travail sur les termes, qui est un travail conscient, qui est un travail tout à fait soigné, qui consiste à exagérer tout cela pour donner... Ah merde, mais depuis tout à l'heure, ma lumière, elle est dégueulasse, je viens de comprendre pourquoi. Bon, tant pis. Pour tenter de donner à tout cela une connotation beaucoup plus grave et beaucoup plus antidémocratique que cela ne l'est réellement. Mais il a le droit de le faire.
On va pas le lui reprocher. Il joue sa partition, il exploite cet événement politiquement. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui doit pousser à se tenir le plus éloigné, je crois, de ce type d'action. C'est qu'en fait, ça sert les personnes que tu entends agresser, ou cela sert la personne que tu entends faire taire. Parce que précisément, ça lui donne l'occasion d'aller faire le tour des plateaux, d'aller se victimiser, de se faire passer pour la grande voix de la liberté que l'on tente d'étouffer. Bon, je pense déjà, indépendamment du fait que, encore une fois, c'est pas du tout l'idée que je me fais du débat démocratique, et je pense que c'est tout à fait condamnable, je pense que stratégiquement, éthiquement et politiquement, ça me semble, moi, éminemment problématique. Stratégiquement, je trouve que c'est complètement con et que ça a l'effet inverse de les faire chercher. La preuve, ça donne une fenêtre d'expression nouvelle à Jordan Bardella. Bon. Mais, loin de moi, l'idée de le critiquer, lui. Est-ce que c'est fallacieux totalement ? Est-ce que c'est exagéré assurément ? Est-ce que c'est sophistique ? On peut le dire. Mais c'est sa partition. Tu vas pas reprocher à un homme politique de jouer sa partition. Par contre, on peut quand même s'interroger sur une partie des médias qui relayent ça totalement au premier degré. Totalement au premier degré. Là, on vient de voir CNews parler d'une agression. On vient de voir, comment il s'appelle ? Elliot Lepers, je crois ? Non, pas Elliot Lepers. Peut-être Elliot Lepers. Je ne sais plus comment il s'appelle. On vient de voir le présentateur de CNews parler de cet événement d'une voix grave et empruntée, affectée, voilà, d'une voix grave et affectée. Et il en parle ainsi à Jordan Bardella. Il en parle d'une voix grave et affectée en disant « Jordan Bardella, on a voulu vous faire taire, vous avez été agressé. » Bon, mais tu me diras, c'est CNews. CNews fait la com du Rassemblement National. Surprise. Elliot Deval. Je sais plus qui c'est Elliot Lepers, mais c'est pas du tout la même personne. Elliot Deval, vous avez raison. Non, c'est pas Gauthier Lebray, c'est Elliot Deval. Voilà, donc t'as Elliot Deval qui est là, Jordan Bardella, avec sa voix grave, empruntée, sinistre, affectée. Jordan Bardella, vous avez été agressé. On a voulu vous faire taire. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? J'irai même plus loin. De quoi cette agression est-elle le nom ? Bon, là, c'est déjà un peu plus problématique. Alors, le problème, c'est que c'est pas le seul. Oh là là, bravo mon cher Pemph. Incroyable. Le problème, c'est que c'est pas le seul. Alors, on va aller voir. Hop. On va aller voir sur TF1. Comment il s'appelle notre ami de TF1 là ? Comment il s'appelle lui là ? Vous allez m'aider. J'ai oublié son nom. J'en cherche d'autres. Faut interviewer l'œuf. Comment il s'appelle lui ? Terrible inflation. Adrien Gindre. Absolument, Adrien Gindre. Vous avez raison. Mais non, pas Gilles Boulot. Vous racontez n'importe quoi. Donc là, on est sur TF1. Adrien Gindre, il a face à lui Valérie Pécresse. Regardons comment il pose la question. Un mot de l'agression de Jordan Bardella ce week-end, puisqu'un homme de 74 ans lui a écrasé un œuf sur la tête lors d'une séance de dédicace dans le Tarn-et-Garonne. Alors le RN et Jordan Bardella ont annoncé avoir déposé plainte. Est-ce qu'il faut apporter un soutien à Jordan Bardella ? Est-ce que vous lui apportez votre soutien ? Évidemment, je condamne toutes les violences contre tous les politiques, quel que soit leur parti. Bon, alors là, on parle d'agression. Il a quand même précisé que c'était un œuf. Mais là aussi, on parle d'agression. Alors, CNews. Bon, bah là... Ah. Hop là. CNews, là, c'est Sonia Mabrouk qui pose la question. Comment elle l'a... Tu lui apportes ton soutien, oui ou merde, c'est vrai. Nesrine Slaoui qui explique que Jordan Bardella sera coupable de violence politique, je la cite, et que, par conséquent, on pourrait quasiment justifier... Ok, hop. Donc, on n'a pas la question de notre amie Sonia Mabrouk. Non. Mais bon, vous avez compris. J'ai peut-être LCI. Bon, t'embête pas, Pem. Si jamais on fait, si jamais ça part si jamais ça part en prod, on rajoutera au montage. En tout cas, vous voyez que les intervieweurs, une partie d'entre elles et d'entre eux, en tout cas, posent la question sur un ton emprunté, semblant parler de quelque chose de très grave, parlent d'agression, on oublie parfois presque de mentionner qu'il s'agit d'un œuf écrasé. Donc, quand Jordan Bardella tente d'utiliser cet œuf écrasé pour se faire passer pour une grande victime de violences politiques à la manière d'un Donald Trump se relevant héroïquement, poing dressé, oreille en sang. Bon, là on a un travail d'hyperbole, d'exagération qui est tout à fait sophistique, mais qui est dans sa partition. Par contre,
quand certains journalistes, comme Elliott Deval sur CNews, s'amusent à poser la question eux-mêmes d'un air compatissant, emprunté, sinistre, affecté, là on peut commencer à se poser des questions. Le problème, c'est que ça n'est pas que le fait de CNews, et ça n'est même pas que le fait des intervieweurs. Il y a ce papier qui a été publié dans Le Monde qui est pourtant un journal pour lequel j'ai la plus grande estime, mais il y a ce papier publié dans Le Monde hier. On regardait le titre et le chapeau. Agression de Jordan Bardella, la garde à vue du suspect prolongée. Le parquet enquête sur ses motivations, déjà connues pour des actions similaires contre d'autres figures politiques. L'agriculteur interpellé à Moissac intrigue les enquêteurs sur ses motivations profondes. Le ministre de l'Intérieur a condamné très fermement une agression inacceptable dimanche sur BFM TV. Il n'y a le mot œuf ni dans le titre ni dans le chapeau. C'est-à-dire que là, quand tu lis ça, tu as vraiment l'impression que Jordan Bardella a été passé à tabac, qu'il est passé près de la mort, que son intégrité physique a été gravement mise en cause et menacée. Le mot agression est présent 2 fois, une fois assumé par le journal Le Monde, une fois repris en citant Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. On parle d'un agriculteur interpellé, récidiviste, connu pour des actions similaires. Donc là, on est vraiment dans un vocabulaire qui ne laisse, quand tu ne lis que cela, qui ne laisse absolument pas suspecter qu'il s'agit d'un cas d'enfarinement, d'entartement et en l'occurrence d'enneufement. Encore une fois, je le répète, c'est condamnable. Est-ce que j'emploierais le mot grave ? J'éviterais peut-être, c'est-à-dire qu'à côté, on a des responsables politiques à gauche, notamment au sein de la France Insoumise, mais pas seulement, mais notamment au sein de la France Insoumise, qui sont fréquemment menacés de mort, avec parfois des tentatives d'attentats déjouées. Je n'ai pas l'impression que cela ait suscité autant d'émotions, alors même que ce sont des faits éminemment plus graves. On a, souvenez-vous, cet été, Sandrine Rousseau, je le rappelais tout à l'heure, qui a été qui entendait acheter une maison dans un village, et les agriculteurs du coin qui sont rassemblés pour faire des barbecues géants en face de la maison, une forme de menace absolument pas voilée, totalement explicite, visant à la faire renoncer à cet achat, ce qui, encore une fois, pour le coup, est une menace physique, planante, générale de la part d'un collectif d'individus. C'est autrement plus menaçant que Jordan Bardella, dont le brushing a été légèrement décoiffé par un œuf. Bon. Donc là, il y a quand même un travail lexical qui, de la part de Jordan Bardella, est tout à fait compréhensible. Encore une fois, il joue sa partition. Il tente de se faire passer pour le Donald Trump français qui échappe à la mort après une grande agression. Bon, alors moi, du coup, je le trouve un peu ridicule, mais c'est mon avis. Par contre, quand ça émerge dans le vocabulaire des journalistes, ça me semble éminemment problématique. Et alors, pour ne pas parler, effectivement, pour ne pas parler de Laurent Nunez, alors attendez, je vais vous trouver ça, hop, Laurent Nunez Bardella. Est-ce que l'outil de recherche de Twitter... Oui. Ok, c'est bon, je l'ai. Combien de temps ça dure ? 1 minute 40. Sans parler, bien sûr, du ministre de l'Intérieur, donc Laurent Nunez, qui en effet, comme le disait le journal Le Monde, a réagi. On peut écouter ça ensemble. Cette agression dont a été victime hier le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, lors d'une séance de dédicace de son livre, c'était à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. On l'entendait il y a un instant, un homme de 74 ans lui a donc sauté dessus pour lui écraser un œuf sur la tête. L'homme a été interpellé, placé en garde à vue, une plainte... La question est folle. Cette agression... avec enfin, je veux dire, écoutez bien, quoi. Cette agression dans la prosodie, derrière, tu as une longue description. Un homme lui a sauté dessus pour lui écraser un œuf. Je veux dire, la question est folle. C'est-à-dire que si t'es pas très attentif, tu as vraiment l'impression que Jordan Bardella a été brutalement agressé. Le fait que ce soit se faire écraser un œuf sur la tête, ça arrive, mais tout à la fin, vraiment avec comme une forme de parenthèse dans la phrase, quoi. La question est folle. Cette agression dont a été victime hier le président du Rassemblement national, Jordan Bardella.
cette agression dont a été victime, enfin le champ lexical. Lors d'une séance de dédicace de son livre, c'était à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. On l'entendait il y a un instant, un homme de 74 ans lui a donc sauté dessus pour lui sauter dessus, tu vois, le champ lexical quand même, quoi. écraser un œuf sur la tête. L'homme Et pour lui écraser un œuf sur la tête, l'homme a été interpellé. Enfin, quand tu regardes les mots sur lesquels il insiste, là, il y a quand même une forme de... Il y a quand même une forme d'emphase, d'hyperbole, d'exagération assumée par le journaliste lui-même. Bon, écoutons la réponse du coup de Laurent Nunez. Placé en garde à vue, une plainte a été déposée au nom de Jordan Bardella et du RN. Est-ce que vous condamnez cette agression, monsieur le ministre ? Est-ce que vous condamnez cette agression ? C'est bien le mot d'agression qui est utilisé dans la question directe. Non, bien sûr, je condamne très fermement cette agression. C'est inacceptable. Nous sommes dans une démocratie. Tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Et ces actes qui sont des actes d'intimidation odieux, quels qu'en soient les motifs. Il y a une personne, effectivement, qui a été interpellée, qui est actuellement en garde à vue, qui est entendue. Donc voilà, quels qu'en soient les motifs, c'est absolument inacceptable. Et ça dénote aussi un durcissement du climat politique. Donc vous entendez Laurent Nunez qui s'émeut très fortement et condamne avec la plus grande netteté possible cette agression. Alors, je fais une parenthèse pour dire que je suis d'accord sur le fond avec Laurent Nunez. C'est-à-dire que le débat politique impose que les représentants du peuple puissent s'exprimer. Le débat politique, le débat démocratique impose que les représentants du peuple puissent s'exprimer. Et vouloir faire taire des militants politiques, ce que fait l'extrême droite française, c'est extrêmement grave. Faire peser une forme de menace absolument pas voilée, une forme de menace au contraire oppressante sur tous les militants de gauche en leur faisant comprendre qu'à n'importe quel moment tu peux avoir une bande de néo-nazis qui déboule cagoulés pour te casser la gueule, ce qui s'est produit à plusieurs reprises ces derniers mois. C'est évidemment une tentative d'intimidation démocratique tout à fait condamnable, mais de la même manière, s'en prendre à un responsable politique qui s'exprime non pas en son nom, mais au nom des millions d'individus ou des centaines de milliers d'individus qui le représentent ou qui fondent leurs espoirs sur lui, ça aussi, du point de vue du débat démocratique, c'est tout à fait condamnable. Encore une fois, c'est pour ça que moi je trouve que quand je dis ce ne sont pas des manières, je trouve que vraiment ça vient rompre les règles les plus élémentaires de notre débat public et du débat démocratique. Donc là-dessus, je suis aligné sur le fond avec ce que dit Laurent Nunez, mais entendre Laurent Nunez s'émouvoir ainsi d'un œuf écrasé sur la tête d'un responsable politique, en parler comme de quelque chose d'inacceptable, de très grave, qui dénoterait de l'état de notre climat politique, alors que le même Laurent Nunez n'avait que des euphémismes à la bouche pour parler des ordres illégaux donnés à Sainte-Soline visant à effectuer des tirs tendus, graves, potentiellement mortels pour les manifestantes et les manifestants qui étaient en face. Et Laurent Nunez qui disait « Oui, il y a effectivement eu quelques gestes individuels qui ne sont pas tout à fait conformes aux procédures. » Bon, là, on ne parlait pas de choses inacceptables. On ne parlait pas d'une structure absolument tragique et scandaleuse de violences systémiques commises par la police et encouragées par les ordres de la direction. Enfin, quand tu compares les deux interviews, tu tombes de ta chaise. C'est-à-dire que quand il s'agit de parler de violences policières gravissimes, potentiellement mortelles, effectuées par des gendarmes sous l'ordre de leurs supérieurs, encouragés par leurs supérieurs, qui derrière s'en félicitent et comptabilisent le nombre de personnes qu'ils ont éborgnées, qu'ils ont blessées, qu'ils ont laissées sur le carreau. Là, on a des euphémismes, de la prudence, de la minoration constante, et à côté, quand il s'agit de Jordan Bardella, qui se fait écraser un œuf sur la tête, vous avez « c'est inacceptable, c'est très grave, c'est scandaleux, c'est terrible ». Bon, le deux poids, deux mesures est complètement fou et ne peut que nous interroger. Et c'est Laurent Nunez, à quoi s'attendait-on ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est Laurent Nunez. Bon. Moi, si je voulais m'arrêter là-dessus, c'est parce que ça m'a permis, je vous le disais tout à l'heure, bon, évidemment, le peuple du présent a eu... c'est la version développée de ce que je disais tout à l'heure entre deux éléments d'introduction. On en arrive à ça m'a permis de... Voilà. Moi, toute cette séquence m'a permis de mettre le doigt sur quelque chose. Je m'apprêtais à vous dire, c'est quand même, et notamment quand tu analyses le discours, pour le coup, journalistique autour de cet événement, je m'apprêtais à vous dire, c'est quand même l'une des dernières étapes de la dédiabolisation du Rassemblement national. Il y a quelques années,
si un membre du Rassemblement national s'était fait enfariner, ou s'était fait entarter, ou avait pris un œuf, une bonne partie des citoyennes, des citoyens, voire des journalistes se seraient dit « c'est bien fait », à tort ou à raison, plutôt à tort d'ailleurs, me semble-t-il, mais à tort ou à raison. Et les autres n'en auraient pas parlé. Les autres n'en auraient pas parlé. Ça aurait fait un entrefilet, sans appeler une telle compassion généralisée pour ce pauvre Jordan Bardella. Voilà, c'est quelque chose qui aurait été traité comme un entrefilet. Tiens, au fait, il y a un responsable d'extrême droite qui s'est pris un œuf. Bon, ce qui avait été le cas d'ailleurs, souvenez-vous, quand Éric Zemmour s'était pris un œuf de la part du même individu au même endroit à Moissac, où, oui, on en avait un peu parlé, mais il y avait quand même cette idée que, certes, intimider un responsable politique, tenter de le faire taire, fût-ce en lui jetant un œuf, ou de la farine, ou une tarte, certes, c'est une rupture claire du contrat démocratique, mais adressée à quelqu'un, je parle encore d'Éric Zemmour, dont les positions sont elles-mêmes radicalement antidémocratiques. Dont les positions sont des positions crypto-fascistes visant à permettre l'oppression des minorités par la majorité. Quelqu'un qui s'oppose frontalement et explicitement à l'état de droit. Et donc il y avait un peu cette idée que certes, c'est une rupture franche du débat démocratique, mais à l'égard de quelqu'un qui lui-même revendique très clairement sa volonté de rupture à l'égard du débat démocratique. Il en va de même pour le Rassemblement national. Le Rassemblement national qui est plus subtil qu'Éric Zemmour, qui le dit moins fortement, mais le Rassemblement national qui, je vous le rappelle, ne veut rien moins que faire une réforme de la Constitution, une révision, ne veut rien moins que faire une révision de la Constitution dès lors qu'ils arrivent au pouvoir, une révision de la Constitution sur laquelle ils ont toujours été nébuleux, mais qui a été bien étudiée, notamment par 2 juristes et hauts fonctionnaires récemment, qui montraient combien est-ce que cette révision de la Constitution voulue par le Rassemblement national aboutirait exactement aux mêmes conclusions que ce que veut Éric Zemmour ou que ce que veut Bruno Retailleau, c'est-à-dire assouplir, voire supprimer le contrôle de constitutionnalité des lois pour permettre, in fine, l'oppression des minorités par la majorité. Donc, il y a encore quelques années, un membre du Rassemblement national qui se serait pris un œuf, ça aurait été traité par les médias exactement de la même manière que ça a été traité il y a 2 ans quand il s'agissait d'Éric Zemmour, c'est-à-dire, c'est pas bien, c'est clairement une rupture à l'égard du débat démocratique, ça doit appeler notre condamnation. Après, ça vise un crypto-fasciste, on va peut-être pas trop en faire non plus. Là, non seulement Jordan Bardella a micro ouvert partout pour venir se plaindre, faire son miskin et nous expliquer que vraiment il a été agressé et que c'est un résistant de la liberté d'expression qui porte ce sacerdoce, quitte à mettre son intégrité physique en danger. Bon, c'est-à-dire que là maintenant tu sais même plus si c'est quand t'écoutes Jordan Bardella, tu sais même plus si c'est Donald Trump ou Martin Luther King. Enfin, je veux dire, on est quand même très très loin dans l'hyperbolisation. Mais bon, ça c'est sa partition. Mais donc non seulement il a micro ouvert partout pour venir se plaindre, mais de surcroît, vous avez vu que dans la manière de poser les questions, voire d'éditorialiser l'article, confère l'article du Monde, on a en fait les journalistes qui reprennent à leur compte cette rhétorique-là. Et donc je m'apprêtais à vous dire, c'est la dernière étape de la dédiabolisation. Et en fait, j'y réfléchissais et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, c'est pas de la dédiabolisation, c'est de la banalisation de l'extrême droite. Parce que ce terme de dédiabolisation, c'est celui que l'on emploie, et je pense l'avoir moi-même employé, c'est celui que l'on emploie de manière descriptive lorsque l'on parle de la stratégie de communication employée par le Rassemblement national pour tenter d'intégrer la compétition politique ordinaire, pour tenter de rentrer dans ce qu'on appelle désormais de manière nébuleuse, mais qu'on appelle quand même l'arc républicain, et donc, in fine, pour tenter de faire sauter le plafond de verre qui les sépare encore du pouvoir, ou du moins qui jusqu'à peu les séparait encore du pouvoir. Et donc cette stratégie, on en parle de manière descriptive, comme d'une stratégie de dédiabolisation. Souvenez-vous, moi-même, j'ai analysé à plusieurs reprises la stratégie de la cravate, cette stratégie de lissage systématique de leur communication, et j'ai dû employer
au premier degré, donc de manière descriptive, j'ai dû employer moi-même le terme de dédiabolisation. J'ai dû vous dire quelque chose comme, là vous voyez, c'est le dernier degré, enfin c'est un degré supplémentaire passé dans leur stratégie de dédiabolisation. Il me frappe désormais que ce terme de dédiabolisation, c'est en fait lui-même un instrument de communication qui a été poussé par le Rassemblement national. D'ailleurs, le mot de dédiabolisation et la stratégie de dédiabolisation, elle est conduite par Caroline Parmentier, proche de Marine Le Pen, désormais députée. Caroline Parmentier, dont on a pu découvrir récemment qu'elle était elle-même éditrice d'un torchon plein de haine, dans lequel elle crachait elle-même ses pamphlets homophobes, racistes et antisémites. Donc, la dédiabolisation a été conduite par cette Caroline Parmentier qui, elle-même, s'est rendue coupable, ou du moins autrice, de pamphlets dénoncés brutalement, violemment racistes, homophobes et antisémites. Mais on a pris beaucoup de temps pour analyser cette stratégie de dédiabolisation. Et je me rends compte, là en direct devant vous, qu'on n'a pas pris assez de temps pour analyser le terme lui-même de dédiabolisation. Or, ce terme, il fait partie intégrante de la stratégie, parce que si tu as besoin de te dédiaboliser, c'est bien que tu étais auparavant diabolisé. Si tu es diabolisé, il y a l'idée... Enfin, si tu es diabolisé, cela signifie... je trouve pas ma phrase, je vais la refaire. Dans le concept de dédiabolisation, il y a l'idée intégrante, enfin il y a l'idée intrinsèque que tu étais auparavant diabolisé. Mais si tu es diabolisé, c'est par définition que tu l'es à tort, que tu l'es de manière outrancière, que tu l'es de manière injuste. Quelqu'un qui est diabolisé, c'est quelqu'un qui est mis au banc, mais pour de mauvaises raisons. C'est quelqu'un qui est mis au banc, mais d'une manière scandaleuse. C'est quelqu'un qui est rejeté de la communauté par pure discrimination. Dans l'idée de dédiabolisation, il y a l'idée que le Rassemblement national était lui-même victime d'une diabolisation, par définition injuste. C'est toujours injuste quand tu es diabolisé, parce que c'est toujours injuste d'être renvoyé à l'idée que tu es le diable. Parce que personne ne l'est, parce que c'est toujours trop gros, parce que c'est toujours trop exagéré. Et donc, ce terme même de dédiabolisation comprend en son sein l'idée que le RN aurait été diabolisé. Mais le RN n'était pas diabolisé. Le RN était, pendant un temps, mis au banc du débat politique français pour de très bonnes raisons. Parce qu'il a été fondé par des fondateurs qui, pour certains, sont d'anciens SS, pour d'autres, sont des nostalgiques revendiqués de l'Algérie française. Pour l'un d'entre eux, Jean-Marie Le Pen est un ancien tortionnaire d'Algériens. Je rappelle que le Rassemblement national, ancien Front national, le Front national, son cofondateur et longtemps président Jean-Marie Le Pen a été condamné à de multiples reprises pour des propos négationnistes, pour des propos antisémites, pour des propos homophobes. Donc, le RN n'a pas été diabolisé, il a été décrit comme ce qu'il est. Il a été décrit comme ce qu'il est, c'est-à-dire un mouvement profondément crypto-fasciste, profondément raciste, dont l'ADN est profondément celle de l'extrême droite française, de l'ancienne extrême droite dont elle perpétue la tradition. Le Rassemblement national, lié par ailleurs par ses membres à la radicalité d'extrême droite la plus violente et la plus néo-nazie. Encore une fois, on rappelle Frédéric Boccaletti, aujourd'hui député Rassemblement national, ancien libraire négationniste. On rappelle Frédéric Chatillon, ancien responsable du GUD, très proche de Marine Le Pen, antisémite notoire. On rappelle, comment il s'appelle l'autre, là, j'oublie tout le temps, le type de Nice, là. Putain, ça me nique à chaque fois mon énumération, là. Rappelez-le-moi, je vais me les noter, je vais me faire un post-it. Je vais me faire un post-it. Le type de Nice, là. Mais non, pas Éric Ciotti, le néo-nazi. Philippe Vardon, on rappelle Philippe Vardon, ancien conseiller très proche de Marine Le Pen, encore aujourd'hui conseiller très proche de Marion Maréchal Le Pen, donc qui gravite encore dans l'orbite du Rassemblement national. Philippe Vardon qui, à ses 18 ans, chantait crâne rasé une chanson à la gloire du Zyklon B, derrière d'autres néo-nazis crâne tout autant rasé que lui, qui eux faisaient des saluts hitlériens. On rappelle, comment il s'appelle le type de la voiture du Führer, là, comment il s'appelle vous me l'avez rappelé.
quelqu'un l'a dit, mais je l'ai déjà... David Rachlin à Fréjus. On rappelle David Rachlin à Fréjus qui, hilar, faisait des blagues sur la voiture du Führer. Enfin, je veux dire, mettre au banc le Rassemblement national en rappelant son héritage, son ADN profondément raciste, profondément antisémite, structurellement lié à l'extrême droite française, y compris l'extrême droite la plus violente, celle qui, aujourd'hui, au moment où nous parlons, fait régner la violence dans certaines de nos rues. Ça n'est pas le diaboliser, c'est simplement le décrire tel qu'il est. Et il me frappe désormais que ce mot de dédiabolisation, cette stratégie plutôt, il me frappe désormais que cette stratégie de dédiabolisation, elle commence par le mot choisi. Il faudrait en faire l'historique, ou plutôt l'historicité, je ne suis pas capable de la faire maintenant. Il faudrait réussir à faire l'historicité de ce mot de dédiabolisation. Je suis prêt à parier, je ne peux pas la faire avec vous là maintenant, c'est un vrai travail d'historien. Je suis prêt à parier que si on faisait l'historicité du mot dédiabolisation, on se rendrait compte qu'il a été mis en avant par le Rassemblement national lui-même. Et repris derrière de manière descriptive par les médias, jusqu'à moi-même, je sais que je l'ai déjà employé ainsi. Je sais que j'ai déjà, au premier degré, dit ça, c'est la poursuite de la stratégie de dédiabolisation du Rassemblement national. Mais cette stratégie de dédiabolisation n'est pas une stratégie de dédiabolisation, parce que le Rassemblement national n'a jamais été diabolisé, il a simplement été décrit et conspué pour ce qu'il est. Cette stratégie, c'est une stratégie de banalisation des idées d'extrême droite et du parti qui les porte. C'est une stratégie de banalisation d'un parti qui, encore aujourd'hui, est constitué d'anciens nostalgiques du Troisième Reich, est constitué de négationnistes, d'un parti qui, encore aujourd'hui, a des liens directs avec l'extrême droite la plus violente, celle qui blesse et qui tue dans la rue. C'est une stratégie de banalisation d'une idéologie profondément crypto-fasciste, dont l'horizon, c'est Marine Le Pen elle-même qui le dit, Jordan Bardella qui le dit également, dont l'horizon, c'est de réviser notre constitution pour en faire sauter une partie des verrous et permettre, in fine, l'oppression des droits des minorités par la majorité. C'est aussi ce que souhaite Éric Zemmour, il le dit très explicitement en voulant s'attaquer à l'état de droit. C'est aussi ce que souhaite Bruno Retailleau, il le dit très explicitement en voulant s'attaquer à l'état de droit. Le RN ne le dit pas explicitement, ils sont plus malins que ça, mais ils veulent le faire également. Ils veulent le faire également. Et c'est tout le sens de leur prétendu référendum sur l'immigration qui en fait serait une révision constitutionnelle visant à faire sauter tous les verrous qui protègent les droits des individus et notamment des minorités. Cette stratégie, ce n'est pas une stratégie de dédiabolisation. Le RN n'a jamais été diabolisé. Il a juste été décrit pour ce qu'il est. Un groupement d'extrême droite. Ayant encore un antisémitisme structurel qui court, sinon dans ses veines, du moins dans celle, au moins dans celle de ses électeurs et de ses électrices, qui sont les plus antisémites, qui sont les plus antisémites de tout l'électorat, de tous les électorats plutôt, qui sont les plus antisémites parmi tous les électorats, c'est pas moi qui le dis, c'est l'enquête de la CNCDH. Cet ADN profondément raciste, cette nostalgie encore négationniste, enfin, il est encore là le vieux Rassemblement national, elle est encore là la brutalité d'extrême droite. Et ils ont réussi à nous faire croire que leur stratégie était une stratégie de dédiabolisation parce qu'ils avaient été initialement injustement diabolisés. Ils ont simplement été décrits comme ce qu'ils sont. Et là, avec cet épisode de l'œuf, on voit, je crois, la traduction claire et explicite de la réussite de cette stratégie. On voit la traduction concrète de cette stratégie, c'est-à-dire que maintenant, les médias, y compris les médias les plus nationaux, et d'ailleurs les médias de la plus grande qualité, encore une fois, moi je salue d'ordinaire le travail de la rédaction du Monde, hein, qui pour moi fait un travail journalistique tout à fait précieux. Mais là, on voit que jusque dans la rédaction du Monde, on se fend d'un papier sur cette affaire en parlant d'agression à 2 reprises dans le titre et dans le chapeau, sans jamais mentionner qu'il s'agit simplement d'un œuf écrasé et d'un brushing déconstruit. C'est, je crois, la dernière étape de cette dédiabolisation qui n'en est pas une, qui n'est rien d'autre qu'une banalisation. La grande réussite du Rassemblement national, c'est que cet œuf écrasé au même endroit par le même homme à 2 années de différence n'a pas été traité de la même manière pour Jordan Bardella que pour Éric Zemmour.
alors même que l'un comme l'autre véhiculent en réalité la même idéologie et sont tendus vers le même horizon. Mais là, on voit toute la réussite de cette stratégie de banalisation du Rassemblement national, qui a réussi à réintégrer, au moins dans l'esprit de certaines et de certains, au moins dans les représentations, qui a réussi à réintégrer ce prétendu champ républicain. Et qu'il l'a fait d'ailleurs, et les deux sont tout à fait indissociables, qu'il l'a fait d'ailleurs en parallèle d'une stratégie de diabolisation de la France insoumise, désormais renvoyée à un prétendu antisémitisme, alors que jamais aucun de ses membres n'ont été condamnés pour cette raison-là, alors que jamais un membre de la France insoumise n'a été condamné pour antisémitisme, contrairement aux membres du Rassemblement national, alors qu'on n'a même jamais eu aucune déclaration explicitement antisémite nulle part au sein de la France insoumise. Il y a individuellement quelques prises de position qui, moi, m'ont mis incroyablement mal à l'aise et que je regrette et que je déplore du plus profond de mon âme. J'ai eu l'occasion de le dire, mais il n'y a jamais eu de déclaration profondément antisémite. Il y en a chez Caroline Parmentier, elle est députée. Il y en a dans les groupes Facebook dont les députés du Rassemblement national sont les modérateurs et qu'ils ne modèrent pas. Le deux poids deux mesures est complètement fou. Et donc, ils ont réussi, bien aidés en cela par le gouvernement, à faire accepter l'idée que désormais, les antisémites, c'est la France insoumise. C'est la dernière étape, je vous l'ai dit à maintes reprises, c'est la dernière étape de cette stratégie de banalisation du Rassemblement national, qui réintègre définitivement le champ ordinaire de la compétition politique en diabolisant un autre parti qui, je crois, ne mérite pas de l'être. On peut s'opposer à leurs propositions, on peut être en grand désaccord avec certaines de leurs lignes politiques, ce serait d'ailleurs mon cas pour une partie de ces lignes politiques, pas toutes mais une partie. Mais par contre, les diaboliser ainsi et en faire aujourd'hui le nouveau parti antisémite de France, ça c'est évidemment totalement fallacieux, totalement sophistique, profondément mensonger, mais c'est ce qu'ils ont réussi à faire et c'est comme ça qu'ils ont réintégré ce champ ordinaire de la compétition politique. Et si je vous dis tout cela, c'est parce que je crois que cette affaire de l'œuf en est un nouveau témoignage, loin d'être le premier, peut-être pas même le plus probant, mais en tout cas c'en est un des nouveaux témoignages. Mais surtout, ça me permet de mettre le doigt sur le fait que cette stratégie de dédiabolisation, elle a en réalité commencé par le nom lui-même, stratégie de dédiabolisation, alors que le RN n'a jamais été diabolisé. Il a été décrit comme ce qu'il est, et il est parvenu ces dernières années à se banaliser. Et les mots ayant leur sens et leur importance, je pense que c'est important d'en prendre conscience, de le dire, de s'en rendre compte et de comprendre que c'est par là qu'a commencé leur offensive. C'est par là, je crois, que commencera aussi sa déconstruction. Commencer à arrêter d'employer ce mot qui n'est rien d'autre qu'une stratégie de communication du RN lui-même. Voilà, pardon. Pardon, j'ai fait 1 heure. Pardon, j'ai fait 1 heure. Je suis désolé. Écoutez, franchement, je suis très content. Je suis très content. Je suis vraiment pas content du tout parce que c'est pas ce qu'on avait prévu de faire. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Des fois, tu te balades en forêt. Des fois, tu trouves un champignon, tu vois. Des fois, tu trouves un champi. Tu préfères quoi comme vidéo ? Je pense qu'il faut faire une vidéo à partir de ça, mais je sais pas si ça passe sur YouTube, c'est peut-être un peu court, c'est à toi de me dire, mon cher Pumph. Mais je pense qu'il faut faire une vidéo. Ce serait vraiment bien que ça sorte vite, quitte à faire une vidéo purement cut. 1 heure sur un œuf. Mais je pense qu'on fait 20 minutes et ça peut sortir mercredi. Mercredi, c'est après-demain. Qui aurait pu prédire ? Ah ouais, ok. Ah, phrase sortie d'un article du Monde. Le mot a été forgé par les responsables du Front National. Ah bah super. Tiens, Elwinoza. Le mot a été forgé par les responsables du Front National à la fin des années... Ah bah attends, je le dis. Voilà, je le dis. Faut faire un format monté. Ça marche, Pemph. Bah, let's go. Attends, je le dis, du coup, tu le rajouteras. Voilà. D'ailleurs, ça n'est pas... Pardon, on fait une petite retake. Pardon, vous êtes dans les coulisses et tout.
D'ailleurs, ça n'est pas anodin. Le mot lui-même a été forgé par les responsables du Rassemblement national. C'est Alexandre Deshaies qui le rappelle. Alexandre Deshaies, politiste, spécialiste de l'extrême droite en général et du Rassemblement national en particulier. Alexandre Deshaies qui, dans un article du Monde, dit, je cite, « Le mot a été forgé par les responsables du Front national à la fin des années 80, à partir d'un autre néologisme, celui de diabolisation. » C'est donc bien le Rassemblement national lui-même qui met en avant ce terme, preuve que la stratégie commence par le mot. Le mot n'est pas descriptif, il fait partie intégrante de cette stratégie de banalisation de leur idéologie. Hop là, voilà. Alexandre Deshaies qui a été mon prof à Sciences Po. Il y a tous les extraits à mettre. Cool. Alexandre Deshaies, je vois très bien. Je vais vérifier après, vous inquiétez pas. Mais oui, mais oui. OQTF, œuf qui touche un facho. Aïe, aïe, aïe. DZ encore de l'anstrisme. Coupée, elle est bonne. Hop. Je réfléchis. Alors, quelle heure il est ? Il est 13h46. On a 1h15. Ok, on a 1h15. Donc, 1 heure, parce qu'il faut qu'on compte 15 minutes pour préparer le direct. On a 1h15 avant notre direct avec Contre-feu. Putain, si j'avais su qu'on allait faire l'œuf, je l'aurais mis en titre du stream. Je suis sûr qu'on avait 1000 personnes de plus. À vue de pif, on avait 1000 personnes de plus. On va commencer à parler du sujet sur les musulmans. Pas de regret qu'on fasse pas de vidéo sur la PPL des LR. Écoute, Pem, je vais traiter le sujet et puis on voit. Et puis on voit, au pire on l'a fait plus tard. De toute façon, c'est pas. Si ça sort en fin de semaine, c'est bien aussi. Comme ça, on n'a pas de pression mercredi. S'il n'y a pas de bon sujet, on fera un stream tranquillou et puis voilà. Pardon, on fait notre. Pardon, on fait un petit réu. Petite réu. Il a parlé des propos de Bardella sur Jean Moulin. Putain, c'est. Ah, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Tu dois finir à 15h. Non, mais je sais. Ah là là. Bon, c'est bon, tout le monde l'a vu. Jean Moulin se comparant lui-même à un nazi. J'avoue, ça manque un peu. Putain, bon. Alors, on fait un deuxième retake. Alors, attendez. Pardon, c'est bon. Bah, si vous l'avez pas vu, franchement, vous allez trouver ça vraiment marrant. J'ai pas la ref, pas vu. Bah, c'est bon. Deuxième retake. Vas-y, Pem, si tu peux me le trouver, balance-le dans Alerto Streamo. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ouais, ok. J'arrive. Si même on est foutu. Bah, qu'est-ce que vous voulez écouter bah, si vous l'avez pas vu, honnêtement, franchement, si vous l'avez pas vu, ça vaut le coup. Attendez. Bardella, Moulin. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il tape, quoi ? Ah bah, je l'ai. Bien, ouais, je pème. Ok. On l'a eu en même temps. Putain, maintenant, t'as Grok qui est intégré. Ah là là, mais vraiment, l'IA, c'est terrible. Puis, il va devenir, Sophie Dupont, une cible, Jordan. Ok. Ah là là, en plus, il y a Sophie Dupont en plateau. Ancienne collègue de chez Quotidien qui est sur BFM maintenant. Alors, attendez. Je ne résiste pas. Je ne résiste pas évidemment à faire à cet endroit un petit détour, bien sûr, puisqu'on vient de parler du jeune homme de 17 ans qui avait enfariné Jordan Bardella. Voilà, donc le jeune homme de 17 ans qui a enfariné Jordan Bardella, qui depuis a été condamné à un stage c'est quoi déjà ? Un stage civique ? Comment ça s'appelle ? Un stage de citoyenneté, voilà. Le jeune homme de 17 ans qui, depuis, a été condamné à un stage de citoyenneté. On lui souhaite bien du courage et du plaisir. Après, c'est peut-être intéressant, un stage de citoyenneté, j'en sais rien. Et donc, Jordan Bardella, qui, pour parler de cette première agression, il en parle aujourd'hui comme d'une agression, a eu un mot vraiment incroyable. Allez, écoutons ça, c'est sur BFM TV, vous allez voir.
Et puis, il va devenir, Sophie Dupont, une cible, Jordan Bardella. Et on l'a vu de manière un peu symbolique aujourd'hui, mais quand même, du côté de Vesoul, la foire de Vesoul, il a été enfariné, Jordan Bardella, aujourd'hui. Oui, Quelles infos vous avez sur ce qui s'est passé? Alors, il était en déplacement à la foire agricole de Sainte-Catherine et lorsqu'il s'est rendu sur le stand de la coordination agricole, il y a un jeune mineur de 17 ans qui, en effet, lui a lancé de la farine. Cette personne, elle a été interpellée et placée en garde à vue. Déjà, vous voyez, c'est intéressant, hein, quand tu reviens une semaine plus tôt, on parlait de Jordan Bardella comme ayant été enfariné. Alors, il faut reconnaître que te prendre un jet de farine et te faire écraser un œuf sur la tête, c'est pas exactement la même chose. La différence, c'est qu'il n'y a pas de contact physique, quoi. Enfin, il y a de contact physique avec des particules de farine. Donc là, c'est vraiment que ton ego qui est blessé. Mais notez malgré tout qu'à l'époque, on en parlait comme de Jordan Bardella enfariné, le mot agressé n'existait pas encore. Aujourd'hui, tout le monde a réintégré dans le vocabulaire et la description de ce qui s'est passé le fait qu'à l'époque, il a été agressé. Ce sont ses mots, c'est son cadrage, et c'est ça qui est repris, on l'a vu, hein, on l'a entendu par certains des journalistes. Donc c'est intéressant de voir comment est-ce que là, il y a un narratif, le narratif de Jordan Bardella, qui est vraiment en train de s'installer. Alors l'entourage de Jordan Bardella avec qui j'ai échangé m'a assuré qu'il avait pu continuer les échanges avec les syndicats, qu'il avait continué cette déambulation. Il avait une séance de dédicace juste à l'issue qu'il a maintenue aussi. Le RN qui annonce ce soir quand même porter plainte. Ils porteront plainte demain. Il y a les 2 députés locaux qui accompagnent aussi Jordan Bardella qui porteront aussi plainte demain. Donc Jordan Bardella qui en effet termine sa journée un peu moins bien qu'il a commencé. Je précise quand même que c'est pas la première fois qu'il est la cible de farine ou d'œufs. L'année dernière, à la même foire, lorsqu'il était sorti de sa voiture, il avait été éclaboussé déjà par un œuf à cette même foire agricole. On va écouter Jordan Bardella, réaction. C'est vraiment fou. Hein. C'est-à-dire que des hommes politiques visés par des œufs, pardon, hein, j'y reviens encore, hein, j'arrive pas à... Mais comme je vous l'ai dit, ça ne retient rien à tout ce que j'ai dit, le caractère effectivement inacceptable et particulièrement dommageable, je crois, pour le débat démocratique. Bon, ça retire rien de tout ça. Mais comme vous le voyez, jusqu'à présent, c'était quelque chose qui était traité quand même un peu comme très anecdotique. Comme n'ayant pas un caractère de gravité particulièrement prégnant, quoi. On considérait que oui, bon, bah d'accord, t'as été la cible d'œuf, c'est pas bien, c'est condamnable, mais c'est pas grave, c'est pas si grave. Et là, vous voyez quand même que le tour de force, malgré tout, hein, le tour de force en termes de communication réussi par Jordan Bardella, bien aidé en cela par certains médias, de réussir à faire passer ça maintenant pour une grave agression. Ce soir, à cette enfarinage, je sais pas comment on dit, écoutez-le. C'est un non-événement. Tu vois, même... c'est marrant de regarder ça maintenant. Même Jordan Bardella lui-même parlait à l'époque d'un non-événement. Aujourd'hui, il en parle comme d'une agression. C'est là que tu vois qu'entre-temps, il s'est dit « Ok, il y a un coup à jouer ». Gamin de 16 ans, qui a probablement manque d'éducation des parents, qui a jeté de la farine sur les agriculteurs et sur moi-même, pendant que je discutais avec des agriculteurs. Bon, Jean Moulin a fait mieux par le passé. Hein. Et puis... Alors ça c'est quand même... Pardon, c'est quand même un peu rigolo. Évidemment, ce qu'il entend dire... L'objectif, quand il dit Jean Moulin a fait mieux par le passé, ce qu'il entend dire, c'est une forme de comparaison ridiculisante, une forme de comparaison dépréciative consistant à dire ce jeune se prend pour un grand héros et un grand résistant en jetant de la farine, comparé au courage qu'a eu Jean Moulin, à l'action qu'il a déployée et au risque qu'il a pris et au prix qu'il a dû payer, c'est quand même tout à fait dérisoire. Voilà. Donc c'est une manière pour lui, cette comparaison dépréciative, rapportée à l'héroïsme de Jean Moulin, c'est une manière évidemment de minorer l'événement et de se moquer de l'action choisie par ce jeune. Le problème, c'est que en comparant les actes de ce jeune de 17 ans à ceux de Jean Moulin, il se compare lui-même très explicitement aux nazis. Voilà, il n'a pas fait gaffe. Il s'est pas rendu compte que en acceptant de mettre sur le même plan, fût-ce pour le critiquer, les actes de ce jeune et ceux de Jean Moulin, il s'est pas rendu compte qu'il mettait sur le même plan lui et les nazis.
Alors, on a le droit de dire que c'est un contre son camp, mesdames, messieurs. Pour le coup, on a le droit. On a le droit de dire que c'est un contre son camp. Il n'y a pas de problème. C'est validé. C'est validé. C'est un contre son camp officiel. Hein. Là, vraiment, la VAR est tout à fait... la VAR est tout à fait... comment on dit elle est formelle. La VAR est tout à fait formelle. C'est un contre son camp. Hein. Le but est marqué, mesdames, messieurs. Jordan Bardella comparé à un nazi par Jordan Bardella. C'est fait, c'est bon. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Bon. Après, écoutez, oui, c'est sûr que aujourd'hui il fait peur parce qu'il est haut dans les sondages. On en oublierait presque que c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, Jordan Bardella. Il l'a jamais été. Ça reste le même mec qui se fait torcher en débat dès lors qu'il débat. Pour le coup là-dessus, c'est le même bonhomme. Hein. Donc oui, il y a encore des petites erreurs, il y a encore des petites fautes de quart, comme diraient les journalistes. Hein. Écoutez, merci Jordan Bardella. Nous on n'aurait pas osé. Enfin, si, on aurait osé, mais si nous on le dit, on va nous dire que c'est un point Godwin. Si lui il le fait, pour le coup, on a le droit de le retenir contre lui. Ah, ça, on a le droit. Hein. Bref, bon, c'est un détour, c'était pas essentiel, mais c'était quand même capital. Ça valait le coup de dépenser 100 000 en média training. C'est pas faux. Tiens, on n'a pas eu un débat Bardella-Glucksmann. Aïe. 133 000 de média training pour ça. Eh oui, terrible. 2 heures de stream. On va faire une petite pause et puis ensuite on va commencer tranquillou le deuxième sujet. Petite pause pub, comme ça on est tranquille. Oh, et après il faut que je pense à la désactiver. Sinon elle va popper pendant l'OP et ça n'est pas possible. Ça nous était déjà arrivé la dernière fois, c'était de ma faute. Petite pause, je lis les subs comme ça. En plus, il y a eu un train de capa doré là. Vous avez encore donné des sioux beaucoup trop. Donc, il faut que je remercie vraiment beaucoup de gens. À tout de suite, petite pub. On en vient donc au deuxième sujet de ce stream, c'est-à-dire une résurgence d'islamophobie, de haine exprimée à l'égard des musulmans absolument stupéfiante. Une offensive telle qu'on n'en avait pas vu depuis fort longtemps et qu'on ne peut évidemment que déplorer. Cette offensive à l'égard donc des musulmanes et des musulmans, à l'égard de la religion musulmane plus généralement, que l'on observe venue de moultes endroits. Il va falloir un peu parler de ce sondage de l'IFOP que vous avez peut-être vu passer, qui est utilisé pour montrer que les jeunes musulmanes et musulmans seraient en fait dans un repli communautaire et même dans une rupture à l'égard de la République. On va voir que ce sondage, il y a des critiques méthodologiques très fortes à lui accepter. Et puis, surtout, ce rapport sénatorial, voilà, surtout ce rapport sénatorial qui comprend plusieurs propositions pour lutter contre l'islamisme, des propositions qui, en réalité, ne sont ni plus ni moins que des propositions d'oppression, des propositions de stigmatisation et même de discrimination des musulmanes et des musulmans. Le tout s'incarnant, c'est le dernier élément, dans une proposition de loi portée par Laurent Wauquiez lui-même. Donc c'est formidable. C'est formidable. C'est vraiment super. On vient de le voir, un parti d'extrême droite qui réussit sa banalisation, hélas, d'une manière de plus en plus vibrante, et en parallèle, des idées islamophobes, une haine exprimée à l'égard d'une religion en particulier, qui, elle, s'exprime de manière de plus en plus vibrante et de plus en plus partagée. Et vraiment, aucun problème. Vraiment, tout va bien. Vraiment, aucun motif d'inquiétude dans une telle structure du débat public, bien sûr. Je vais faire un bonjour YouTube. Je vais faire un petit bonjour YouTube, là, au cas où on fasse une deuxième vidéo là-dessus. Salut à toi YouTube, on parle d'un sujet évidemment qui est aussi peu drôle que... Enfin voilà, salut à toi YouTube, on parle d'un sujet qui est aussi triste qu'essentiel, c'est-à-dire la stigmatisation et même la discrimination portée à l'égard de nos... c'est-à-dire la stigmatisation et même... Enfin pas la... c'est-à-dire la stigmatisation portée à l'égard de nos compatriotes musulmanes et musulmans, la religion musulmane qui aujourd'hui en France fait l'objet d'un assaut. Un assaut absolument terrible, coordonné, comme on n'en avait pas vu depuis longtemps et sur lequel il faut, je crois, s'arrêter. Bon, on mettra un truc au début, puis à la fin, voilà, c'est bon.
La stigmatisation, le fléau des opticiens. On commence par le commencement. On va commencer par ce rapport sénatorial. Ah merde, alors attends. Il y a un papier sur l'UMA, mais j'ai un accès... Ah voilà, j'ai pas d'accès. Aïe, aïe, aïe. Hop. Ok, alors, j'ai pas d'accès, mais je peux trouver un accès. Hop. Pas de problème. Easy BNF, absolument. BNF, euro, presse. Alors, si vous voulez... Alors, petit tips. Tiens, bah attendez. Regardez. Ah, je devrais pas vous dire ça, mais en même temps, on a le droit. Alors là, vraiment, ce que je vais vous montrer, c'est... ce que je vais vous montrer, regardez. Hop, on est sur le site des ressources électroniques de la BNF. Tiens, bah, je laisse mes onglets ouverts. Hop. Donc ça, c'est le site tout à fait officiel des ressources électroniques de la BNF, ressources électroniques de presse. Tu vois, tu scrolles vers le bas. Bon, déjà, tu as un accès à Mediapart, un accès à Arrêt sur Image, et tu as un accès à Europresse. Tu cliques sur Europresse. Alors, bon, vous avez vu mon adresse mail, mais c'est pas très grave, celle-là, elle est publique de toute façon. Toc. Voilà, tu te logs. Et tu arrives ici, tu arrives sur Europresse. Hop. Imaginons, tu veux lire, par exemple, ce papier de l'UMA. Alors, il faut payer. Il faut payer un abonnement BNF, ça coûte 20 balles, je pense. Il faut payer un abonnement BNF, ça coûte 20 balles par an. Ça coûte 20 balles par an, mais il y a moyen que vous y ayez accès, de toute façon, à Europresse via votre université si vous êtes étudiant. Sinon, si vous n'êtes pas étudiant, ça vaut 20 balles par an. Mettons que tu veuilles avoir accès à cet article-là, sous couvert de lutte contre l'islamisme, les sénateurs LR s'acharnent contre les musulmans, et hop là, t'as l'UMA qui te dit t'es gentil, mais paye, parce que sinon tu n'y as pas accès. Alors, notez que ça ne m'empêche pas, moi, d'avoir mes accès... Enfin voilà, je paye mon abonnement à pas mal de titres de presse. Il se trouve que j'ai pas mon abonnement l'UMA, faut que je le prenne, c'est ma faute. Hop là, et voilà. Alors évidemment, ça c'est tout le problème, c'est que du coup, il te le met avec... c'est toujours le problème que j'ai. Comment je fais pour que... Je sais pas comment faire pour pas avoir les trucs surlignés, là. Un peu chiant. Comment je fais pour que ce soit pas surligné? Peut-être que je peux pas. Peut-être que c'est justement exprès. Peut-être que vide la recherche avant de cliquer. Ah ouais? C'est aussi simple que ça? Non, malheureusement non. Bah non, ce serait trop simple. Ce serait trop simple. Hop. Texte égal dans la recherche. Ah! Ouais, je sais pas. Exporte en PDF. Attendez. Du coup, là c'est en train de devenir un peu de la merde. Ah oui, tout à fait, vous avez raison, ça marche. Ça marche comme ça. Ah merde. Ok, hop. Exporter au format PDF. C'est bon, vous avez raison. Hop, j'enregistre, je l'affiche, document sauvegardé. Est-ce que c'est moche? Non, ça va, c'est moche. Ça va, c'est ok. Hop là. Dans l'URL, tu enlèves texte égal. Ok. Non, tu peux enlever les paramètres de l'URL. Bon, j'ai trouvé, écoutez. Bon voilà, alors je devrais pas vous dire ça parce qu'évidemment je devrais vous inciter plutôt à prendre des abonnements aux titres de presse qui ont besoin de votre soutien. Bah, n'hésitez pas à prendre des abonnements aux titres de presse que vous voulez soutenir. Et puis par ailleurs, comme on peut pas s'abonner à tout et que parfois on a besoin d'avoir accès à un article pour lequel on n'a pas l'abonnement, vous avez Europresse qui est tout à fait officiel. C'est pas du tout de la piraterie, pas de problème. Ok, donc on va lire ce papier de l'Humanité, qu'on salue les amis de l'UMA. On va lire ce papier de l'Humanité, qui est tout à fait important et qui résume bien les grandes propositions mises en avant par ce rapport. Sous couvert de lutte contre l'islamisme, les sénateurs LR s'acharnent contre les musulmans, nous dit Emilio Mesley, qui signe l'article. Les sénateurs LR préconisent 17 mesures pour lutter contre l'islamisme, dont une partie empêcherait la libre pratique de la foi. L'article possède un point de vue que je partage parfaitement. Je pense que c'est tout à fait factuel de dire cela. Ils veulent notamment interdire le voile aux mères accompagnatrices scolaires et aux mineurs. A-t-on trop parlé de justice fiscale dans le pays?
Un peu, c'est visiblement déjà trop pour une droite bien décidée à siffler la fin de la récré en ciblant les musulmans. Elle le fait avec un pavé de 108 pages, exposé en exclusivité dans le Figaro, intitulé « L'islamisme : obstacle à notre cohésion nationale ». Il s'appuie notamment sur les travaux de l'anthropologue Florence Bergeau-Blacker, chercheuse extrêmement contestée dans les milieux universitaires, et sur le rapport non moins contesté « Frères musulmans et islamisme politique en France », publié par le ministère de l'Intérieur en mai dernier. On en avait fait la lecture et la déconstruction. Ce document sénatorial, suintant l'islamophobie, pas encore public mais que l'UMA a pu consulter, émet notamment 17 propositions pour un réarmement républicain global face à l'offensive islamiste. Donc c'est un rapport qui entend lutter, vous le voyez très officiellement, contre l'islamisme. Ce rapport est un concentré des obsessions de l'extrême droite reprises à son compte par la droite ex-républicaine, dénonce le sénateur communiste Yann Brossat. Il est marqué d'un bout à l'autre par l'équation islam égale islamisme égale terrorisme. C'est exactement ce que dit notamment Éric Zemmour, qui dit l'islam c'est l'islamisme et l'islamisme c'est la porte ouverte au terrorisme. C'est aussi ce que disait, comment elle s'appelle, j'oublie tout le temps son nom, bon, une autre islamophobe notoire. Parmi les propositions se trouvent des mesures plutôt consensuelles, comme celles visant à se prémunir des ingérences étrangères, ou des idées cosmétiques, telles une révision constitutionnelle visant à garantir la prééminence des lois de la République. Les Républicains exigent aussi une obligation de neutralité des élus dans l'exercice de leur mandat, et l'interdiction du port de signes religieux ostentatoires. Alors ça, on a le droit de le demander. C'est pas conforme à la tradition de la laïcité, mais c'est en soi pas discriminatoire et pas stigmatisant. Le fait de dire que tous les élus devraient se voir imposer une neutralité qui cible tous les signes religieux, encore une fois, c'est contraire à la tradition française de la laïcité, qui ne cible que les agents de l'État et en aucun cas les représentants du peuple. Mais on a le droit de le demander. Moi, j'y suis opposé. Je pense qu'on a moi, ma ligne, c'est on a un compromis. La loi de 1905 sur la laïcité, ce compromis, il a fonctionné pendant plus d'un siècle. Il n'y a aucune raison d'y retoucher encore aujourd'hui. Voilà, moi, ça, c'est ma ligne. Mais bon, jusque-là, il n'y a rien de stigmatisant spécifiquement pour les musulmanes et les musulmans. Mais rien n'est mentionné sur les crèches que nombre de maires de droite installent dans leur mairie au moment de Noël, ce qui contrevient à la laïcité, c'est parfaitement vrai. Une partie d'entre eux, d'ailleurs, sont condamnés pour ça. Pause. Je peux porter le voile en tant qu'élu. Bien sûr, tu peux porter le voile en tant qu'élu. Bah, évidemment. Bien sûr, Minouche et Mimine. Si tu es élu musulmane et que tu portes le voile en tant qu'élu, tu peux porter le voile. Attention, si tu fais office d'agent de l'État, ce qui est le cas par exemple des maires ou des adjoints au maire quand ils célèbrent un mariage, si tu fais office d'agent de l'État, tu ne peux pas porter de signes extérieurs, de signes ostensibles de religion. Si tu es élu municipal et que d'ordinaire tu célèbres un mariage, tu ne peux pas le faire en portant le voile, pas plus qu'en portant une croix ou une kippa. Mais par contre, en tant que représentante du peuple, tu as tout à fait le droit de porter un signe extérieur de religieux. On ne compte plus les députés que l'on voit avec une croix ou une étoile de David accrochée autour du cou à l'Assemblée nationale. Il y a eu par le passé des députés qui ont siégé en portant la soutane, au rang desquels l'abbé Pierre lui-même. Et d'une manière générale, le port des signes extérieurs ostensibles de religion n'est absolument pas prohibé aux élus du peuple, précisément parce qu'ils sont les représentants du peuple et qu'ils doivent pouvoir représenter le peuple tel qu'il est, y compris dans ces différentes religions. L'abbé Kir, le chanoine même, le chanoine Kir. Le chanoine Kir, absolument, qui portait lui aussi la soutane à l'Assemblée nationale. L'abbé Pierre a été élu sous la 4e République. Oui, voilà ça. Mais souvenez-vous d'ailleurs, à l'époque, c'était, je crois, le NPA qui avait investi dans une élection municipale une femme voilée. Dans je ne sais plus quelle ville. Et il y avait une campagne de discrimination folle en disant « Mais vous vous rendez compte, ça contrevient à la laïcité ». Ben non. Ça ne contrevient absolument pas à la laïcité. Par contre, je réponds toujours à la vieuse, quand bien même tu es dans les clous de la laïcité, si tu le fais, attends-toi à des réactions absolument monumentales et potentiellement nationales. Bon, on a le droit de... comment vous dire
rien n'oblige les uns et les autres au sacerdoce. On a le droit de ne pas vouloir s'y exposer. Mais par contre, si tu désires porter le voile en tant qu'élu municipal ou régional, rien ne t'en empêche, si ce n'est les pressions que tu vas recevoir. Les sondages ont la vie dure, surtout quand ils multiplient les amalgames et stigmatisent. Celui commandé par le ministère de l'Enseignement supérieur sur le rapport à l'antisémitisme chez le personnel enseignant a suscité « Ok, d'accord. Ouais, c'est autre chose. D'accord, pourquoi ? Voilà. Je pense qu'il y a une petite erreur d'export ici. Ok. En revanche, sous couvert de protection de l'enfance et des femmes, la droite sénatoriale s'applique à stigmatiser davantage les croyants musulmans en allant jusqu'à proposer d'entraver la pratique de leur foi. Elle souhaite notamment l'interdiction du ramadan avant 16 ans et le bannissement du port du voile pour les mères accompagnatrices de sorties scolaires. Chez moi, dans le 18e arrondissement de Paris, cela voudrait dire que dans un certain nombre d'écoles, il n'y aura plus de sorties scolaires, la belle affaire, recadre Yann Brossat. Cela revient à priver les gamins de sortie, à les empêcher de s'ouvrir à d'autres horizons. Qui peut penser que l'émancipation passe par là ? Sur le même thème, elle n'a aucune chance d'être conforme avec une proposition de loi sur le voile. Les Républicains s'attaquent... Ok. LR veut aussi et surtout interdire aux jeunes femmes de moins de 16 ans de se voiler, y compris en dehors de l'école où c'est déjà interdit. Alors, c'est pas interdit de se voiler à l'école, c'est interdit de porter des signes ostensibles de religion. Le président des députés de droite, Laurent Wauquiez, va même plus loin en déposant une proposition de loi pour l'interdire purement et simplement aux mineurs. C'est uniquement son islamophobie qui parle. Maintenant, ça suffit de s'en prendre sans cesse aux musulmans et notamment aux musulmanes de ce pays, attaque Mathilde Panot, chef de file des députés insoumis. La question de la constitutionnalité d'une telle mesure, d'ailleurs soutenue par la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, se poserait alors. Elle n'a aucune chance d'être conforme, estime la constitutionnaliste Anne-Charlène Bézina, car la PPL Wauquiez contreviendrait au principe de liberté de religion. Voilà pour cet article de l'Humanité. On peut résumer assez simplement en disant que il y a donc ce rapport qui a été déposé par les sénateurs LR, les sénateurs républicains, les républicains, qui en l'espèce sont bien peu républicains, puisque dans les 17 propositions pour lutter soi-disant contre l'islamisme, il y a quelques propositions, encore une fois, consensuelles, sur... c'était quoi déjà ? Putain, j'ai oublié. C'était sur quoi ? Voilà, pour se prémunir des ingérences étrangères. Voilà, c'est ça. Il y a quelques propositions consensuelles pour se prémunir notamment des ingérences étrangères, mais il y a notamment plusieurs propositions qui, elles, font polémique, et au-delà de faire polémique, je le dis autrement, pose fondamentalement problème. La première de ces dispositions, on l'a vu, c'est d'interdire aux élus le port de signes religieux, ce qui n'est pas en soi discriminatoire à l'égard d'une religion en particulier. Imposer la neutralité non plus seulement aux agents de l'État, mais aussi aux élus, ça n'est pas discriminatoire à l'égard d'une religion en particulier, pas plus que ne l'a été, sur le papier en tout cas, la loi de 2004 sur l'obligation de neutralité pour les élèves à l'école publique. En revanche, c'est en rupture directe avec notre tradition de la laïcité depuis 1905, où les représentants du peuple, représentant eux-mêmes le peuple dans toute sa diversité, y compris de religion, ont le droit de porter des signes religieux tant qu'ils n'effectuent pas une mission de service public c'est pas une mission de service public, tant qu'ils ne se comportent pas de facto comme des agents de l'État ou qu'ils n'exercent pas une mission s'apparentant à celle des agents de l'État, typiquement lorsque des maires ou des adjoints au maire célèbrent un mariage. Bon, on a le droit de vouloir retoucher à ce compromis, c'est pas mon cas, hein. Moi je pense que le compromis il tient depuis plus d'un siècle, n'y touchons pas, c'est une des choses qui marche dans nos institutions et qui marche depuis l'aube de la République ou presque. Vous allez me dire l'aube de la République c'est la Révolution française, vous aurez raison, mais en tout cas depuis la Troisième République, n'y retouchons pas, mais bon, on peut en discuter. Par contre, ce dont on ne devrait pas pouvoir discuter, c'est de propositions qui sont brutalement et fondamentalement anticonstitutionnelles. Vous l'avez vu, hein, ce rapport sénatorial préconise l'interdiction du voile pour les accompagnatrices scolaires. Alors, la question se pose encore, c'est une question juridique délicate. Le Conseil d'État n'a jamais tranché définitivement, il a tranché clairement, mais pas définitivement.
C'est une question juridique délicate qui consiste à savoir est-ce que les accompagnatrices et accompagnateurs, d'ailleurs, des sorties scolaires sont assimilables à des agents de l'État. Pour l'instant, le Conseil constitutionnel a plutôt tranché, pas définitivement, mais il a plutôt tranché dans le sens de dire que non, ces personnes-là, accompagnatrices, accompagnateurs de sorties scolaires, ne peuvent pas être assimilés à des agents de l'État, faisant fonction d'agents de l'État. Et donc, ils et elles ont le droit de porter des signes ostensibles de religion, parmi lesquels notamment le voile. Mais pas seulement, hein, la kippa également, la croix, bon. Vouloir imposer la neutralité aux accompagnatrices et accompagnateurs scolaires, ça pourrait sans doute se faire par une loi, ce serait peut-être pas anticonstitutionnel, il faudrait voir ce qu'en dit le Conseil d'État quand même. Par contre, ça poserait un problème massif. C'est-à-dire qu'on aurait brutalement beaucoup moins d'accompagnatrices et accompagnateurs scolaires en France, et je pense que les écoles seraient sans doute les premières à s'opposer à une telle mesure. Mais surtout, ce qu'on n'a pas le droit, qui est totalement contraire à la Constitution, c'est d'interdire le voile pour les accompagnatrices scolaires. C'est-à-dire que, comme toujours, c'est tout ou rien. Comme toujours, tu ne peux pas en France frapper une religion en particulier, a fortiori un signe religieux en particulier. C'est discriminatoire. Ça va à l'encontre de la liberté de religion qui est garantie par la Constitution et qui est garantie par la loi de 1905, la liberté de pratiquer son culte comme on l'entend. Ça va à l'encontre de l'article 1er de la Constitution quand même. Hein. Article 1er, Constitution 58. Hop. Article 1er de la Constitution de 1958, vous le voyez ici. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Et immédiatement après, elle respecte toutes les croyances. Article 1er de notre Constitution qui interdit vigoureusement et explicitement de cibler une religion plutôt qu'une autre, une religion en particulier. Et donc, tu ne peux pas interdire seulement le voile aux accompagnatrices scolaires. De la même manière, le rapport des Républicains vise à interdire le voile aux mineurs de moins de 16 ans. Tu ne peux pas interdire le voile aux mineurs de moins de 16 ans dans l'espace public. C'est radicalement contraire à la Constitution. Tu peux éventuellement imposer la neutralité religieuse dans l'espace public. Ce serait encore une fois revenir sur le compromis historique de 1905. Ce serait permis par notre Constitution. Ce serait selon moi une bien mauvaise chose, encore une fois, de revenir sur un compromis qui marche depuis plus d'un siècle. Mais ça, tu peux éventuellement le faire, mais tu ne peux en aucune manière interdire le port du voile aux mineurs de moins de 16 ans dans l'espace public sans cibler de la même manière tous les autres signes religieux. Et alors on s'arrête quand même un instant. On s'arrête quand même un instant sur la pratique du ramadan. Le rapport des sénateurs vise à interdire le ramadan aux mineurs de moins de 16 ans. Déjà, d'une part, c'est, tout comme l'interdiction du voile, totalement anticonstitutionnel. C'est contraire à l'article 1er de notre Constitution. La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religion. Ça veut dire qu'on ne peut pas t'interdire une chose. On ne peut pas restreindre. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas restreindre la liberté de certains individus sous prétexte qu'ils adhèrent à une religion quand on ne touche pas à cette même liberté pour les autres individus. Donc en l'occurrence, si tu interdis aux jeunes femmes, y compris de moins de 16 ans, y compris même encore plus jeunes, de porter le voile, ça veut dire que tu restreins une part de leur liberté. Tu restreins la liberté de se vêtir comme on l'entend, sans restreindre de la même manière cette même liberté pour tous les autres jeunes. C'est strictement inconstitutionnel. Ça voudrait dire que là, la loi fait une distinction de religion. Elle limite la liberté de se vêtir pour certains citoyens et certaines citoyennes et pas pour d'autres. De la même manière pour la pratique du ramadan. Elle respecte toutes les croyances, ça impose de respecter les croyances religieuses tant que, bien sûr, elle s'exerce dans le respect de la protection des droits de l'enfant, dans le respect de la santé publique, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de mort du ramadan. Ça fait des années et des années, ça fait même des décennies et des décennies que les musulmanes et les musulmans pratiquent le ramadan très tranquillement, très sereinement et sans que ça pose quelques problèmes que ce soit en France, ni des problèmes d'ordre public, ni des problèmes de santé publique. Ce serait autre chose. Mais le ramadan ne provoque aucun problème ni d'ordre public, ni de sécurité publique, ni de santé publique. À partir de là, il n'y a aucune raison, c'est même strictement inconstitutionnel d'aller interdire cette pratique. Et alors, par ailleurs,
ce serait là aussi une discrimination religieuse très stricte. Ça veut dire qu'un jeune de 15 ans qui demanderait à faire le ramadan, on lui dirait tu n'as pas le droit, tu vas devoir manger, parce que sinon tu enfreins les règles de la République. Un jeune de 15 ans qui dirait « Moi, je vais faire un petit jeûne, intermittent aujourd'hui parce que je pense que ce serait bien pour ma santé », on lui dirait « C'est très bien, vas-y, fais ton petit jeûne intermittent ». Alors que la pratique est exactement la même. Et évidemment, le ramadan, l'islam n'est pas la seule religion qui pose comme ça des obligations de jeûne. Ça existe dans la religion chrétienne, catholique, c'est ce qu'on appelle le carême, tout simplement. C'est ce qu'on appelle le carême. Bon. Donc là, on voit bien qu'il y a une pure islamophobie, une volonté de cibler une population en raison de sa religion. C'est purement discriminatoire, c'est contraire à l'article 1er de notre Constitution. Je veux dire, l'article 1er. C'est contraire à l'article par lequel on a commencé la rédaction de notre Constitution, son cœur battant, celui qui exprime nos valeurs les plus essentielles. Regardons cet article 1er. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est dans l'article 1er que nous avons exprimé qui nous sommes en tant que peuple, qui nous sommes en tant que peuple politique, en tant que communauté politique. C'est cet article 1er qui exprime le cœur de ce que nous estimons être nos valeurs. La proposition des Républicains contrevient à l'article 1er des règles de notre République. Tout le monde voit bien où est le problème, là ? Bon. Je ne résiste pas au déplaisir d'en passer quand même par une remarque pratique. Autant on voit bien comment on peut interdire le port d'un signe religieux. C'est possible, hein. Ce serait dramatique. Le port des signes religieux. On voit bien comment on peut interdire le port des signes religieux. C'est-à-dire que de la même manière qu'aujourd'hui, quand une jeune femme désire rentrer dans son collège les cheveux voilés, ou quand un jeune homme désire rentrer dans son collège le crâne surmonté d'une kippa, ou quand quelqu'un veut rentrer avec une étoile de David ou une croix chrétienne autour du cou, on sait comment faire respecter l'obligation de neutralité. On lui demande simplement à l'entrée il faudrait enlever ton signe religieux, s'il te plaît. On pourrait, de facto, interdire le port des signes religieux dans la rue. Alors, ce serait terrible. C'est-à-dire qu'on aurait des policiers qui arrêteraient des gens en leur disant « Toi, retire ta kippa. Toi, retire ton foulard. Toi, cache-moi cette croix. » Donc, ce serait terrible, mais on sait le faire en pratique. Interdire le ramadan, les amis, ça veut dire obliger des gens à manger. Voilà. Ça veut dire obliger des gens à manger. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment on force des gens à s'alimenter. Concrètement, tu les internes, tu les attaches, tu leur plantes une perfusion de nourriture. C'est comme ça que ça se passe. Tu le fais pas à l'entonnoir, donc ça se passe. C'est en intraveineuse, il me semble, je crois. Il me semble. Sonde gastrique. Ah oui, c'est de la sonde gastrique. Ah oui, c'est pas en intraveineuse. En le disant, je me disais, tu dis n'importe quoi, Clément. C'est des sondes gastriques. Voilà, c'est ça. Donc c'est littéralement... Là, les deux existent par le nez, sonde nasale. Ok, non, tu peux en intraveineuse. Ah, ok, d'accord. Bon. Ok. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que la seule manière de forcer quelqu'un à manger, c'est de l'interner, de l'attacher à son lit, de lui enfiler une sonde gastrique et de le nourrir de force. Interdire le ramadan, c'est ça que ça veut dire. Voilà, je le dis simplement. Parce que ça fait bien comme ça, vous vous rendez compte, ces jeunes qui font le ramadan, etc. Enfin, ça fait bien. C'est pas ça fait bien, mais les républicains, ils peuvent venir comme ça, dans leurs beaux habits, avec leurs belles cravates, venir expliquer à tout le monde, mais vous vous rendez compte, des jeunes qui font le ramadan, vous vous rendez compte, est-ce que c'est pas quand même un signe de radicalité ? Il faudrait viser à interdire le ramadan. Oui, vous allez forcer des jeunes à manger ? Vous allez interner de force des jeunes musulmanes et des jeunes musulmans dans des services pour les attacher à des lits, leur rentrer une sonde gastrique par le nez et leur forcer à s'alimenter ? Voilà, c'est en pratique. Non mais, à un moment donné, pardon, mais à un moment donné, il faut quand même revenir à ce que les gens proposent réellement. Il faut quand même revenir à la réalité des propositions et pas simplement au discours. Parce que
c'est une chose de stigmatiser les musulmanes et les musulmans, c'est devenu, et je le dis en le déplorant bien sûr, un sport national. Mais alors là, on en est à un point où, pour stigmatiser les musulmanes et les musulmans, on a des sénateurs et des sénatrices qui, ni plus ni moins, demandent la torture des jeunes musulmanes et musulmans. Parce que je ne vois pas comment appeler ça autrement. Enfin, pardon, mais attacher quelqu'un à un lit et lui enfiler de force une sonde gastrique par le nez pour le forcer à s'alimenter, je ne vois pas comment appeler ça autrement que de la torture. Alors, quand c'est dans le cas de personnes qui sont dans un tel degré de sous-alimentation et de troubles alimentaires que c'est une question de vie ou de mort, c'est d'une brutalité absolue, mais c'est une question de vie ou de mort, là, c'est simplement par pure islamophobie. Là, c'est simplement par pure discrimination, par pure stigmatisation que l'on s'apprête, encore une fois, c'est ce que proposent les sénateurs, les républicains, que l'on s'apprête à nourrir de force, par voie de sonde, je ne vois pas comment faire autrement, des jeunes sous prétexte qu'ils ont le malheur de vouloir pratiquer leur religion. Voilà, je pense qu'on peut arrêter je pense qu'on peut s'arrêter là. Hein, je pense que tout le monde a compris. Je pense que là, tout le monde a compris. C'est-à-dire où on en est. On en est à avoir des sénateurs qui prônent la torture. Parce qu'ils n'aiment pas l'islam. Non, mais Tu fais un homme de paille. Ils peuvent très bien mettre la faute sur les parents. Est-ce que c'est possible ? Je réfléchis. Ce sera des amendes. Est-ce que vous avez raison ? Sympa ce stream du lundi. Quand un enfant refuse de manger les choux de Bruxelles, les dames de la cantine ont les consignes de les pousser à manger. Non mais, bref. Ça me semble un peu extrême. Ok, j'ai peut-être été loin. Vous êtes nombreux à me dire que j'ai été trop loin. Ok, je retire. Peut-être j'ai été trop loin. Enfin, peut-être que j'ai été trop loin. En fait, c'est juste une manière de montrer l'absurdité du truc. Mais en soi, la question de comment tu fais appliquer cette interdiction, elle se pose malgré tout. La question de comment tu fais appliquer cette interdiction, elle se pose malgré tout. Non, mais je réfléchis. Ah, j'ai été un peu trop loin. Non, mais oui, effectivement, ça va se passer par des amendes aux parents. Vous avez raison, je reconnais. Non, tu n'y es pas allé. Non, mais ils ont raison, si. Ça va... Non, mais après, attends, ça reste purement discriminatoire. Ça reste purement discriminatoire et islamophobe, mais ça ne va pas ça ne va pas passer par interner les gens et leur mettre une sonde dans le nez. Ça va passer par des amendes. Vous avez raison, c'est vous qui avez raison. Comment tu contrôles ? Mais en fait, de toute façon, la pratique, en fait, vous avez raison, mais pas trop. Enfin, vous avez raison, mais ça pose les problèmes pratiques demeurent. C'est-à-dire qu'effectivement, comment tu vas contrôler ? C'est-à-dire de toute façon, comment tu vas contrôler ? C'est-à-dire que comment tu peux Enfin, non, mais en vrai, alors peut-être que je vais trop loin, mais les amis, t'imagines la violence, ça veut dire que dans les écoles, en fait, dans les écoles, alors ok, je retire, mais dans les écoles, à la cantine, tu vas forcer, t'as un jeune qui va dire, bah non, j'ai pas faim, je veux pas aller à la cantine, je veux pas aller manger, tu vas lui dire, bah si, tu viens t'asseoir, sinon t'as une amende. Enfin, on va aller chercher les jeunes en les forçant à aller à la cantine. Et si tu as un jeune qui dit juste, bah moi, en fait, pendant ce mois-là, je vais pas manger à la cantine. Du coup, on lui dit, mais attends, tu vas pas manger à la cantine parce que tu fais le ramadan ? Non, juste pendant ce mois-là, mes parents, ils ont pas les sous. Donc là, pendant 8 mois, pendant 30 jours, je vais pas manger à la cantine. Comment, derrière quoi ? Tu vas aller vérifier si la personne, elle mange ou pas ? Tu vas envoyer quoi ? Des assistantes sociales pour aller rentrer chez les gens, pour voir si les gens mangent, si les enfants mangent. On va vraiment faire ça ? On va envoyer des assistantes sociales pour voir si les enfants mangent, et si les enfants refusent de manger, on va frapper les familles d'une amende. Mais vous vous rendez compte ? Enfin, vous vous rendez compte de l'intrusion ? Alors, je retire
je retire ce que je disais. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais un peu loin. Mais vous vous rendez compte du degré d'intrusion et de contrôle politique qu'ils sont en train d'imaginer ? Parce que qu'est-ce que tu fais si tu as un gamin qui te répond juste non mais moi je mange pas à la cantine aujourd'hui parce que juste mes parents, tu vas l'attraper en lui disant bah mange cette pomme. D'accord, tu manges pas à la cantine mais tiens, croque dans cette pomme pour démontrer que tu fais pas le ramadan. Mais vous vous rendez compte de la violence, de la stigmatisation, de l'humiliation publique derrière, du degré de contrôle des familles, enfin du degré de contrôle sur les familles. Ça veut dire que on va envoyer dans les familles des assistantes sociales pour contrôler que les gamins de moins de 16 ans mangent bien à midi chez eux parce qu'ils sont pas à la cantine. Enfin, je veux dire, soit j'ai été trop loin, je retire sur la torture. Ça va pas se passer comme ça. Mais même en retirant ce que j'ai dit, quand tu regardes en pratique ce que ça implique un degré d'humiliation des jeunes, de contrôle social, de pression collective qui est purement et simplement dictatorial. Enfin, c'est même pas dictatorial, les amis. En fait, là, tu commences à avoir un glissement. Alors, je n'emploie jamais ce terme. Tu commences à avoir un glissement. Si tu voulais faire appliquer cette interdiction, tu commencerais à avoir un glissement totalitaire. Au sens où l'État, au sens propre du mot totalitaire, l'État qui entend régir la totalité de l'aspect de la vie des individus. La totalité de l'aspect de la vie des individus, y compris contrôler ce qui se passe à la maison. Les assistantes sociales, c'est possible. Bah oui, d'accord, mais les assistantes sociales, aujourd'hui, tu viens contrôler qu'il n'y ait pas de mauvais traitement. Les assistantes sociales, aujourd'hui, elles contrôlent qu'il n'y ait pas de mauvais traitement, et assistantes et assistants, d'ailleurs, sociales. Contrôle qu'il n'y ait pas de mauvais traitement. Là, vous vous rendez compte que là, on va aller contrôler que une pratique religieuse qui, encore une fois, jusqu'à présent, ne pose aucun problème ni d'ordre public, ni de sécurité publique, ni de santé publique, on va aller contrôler qu'une pratique religieuse n'est bien pas n'est pas appliquée par certaines familles. Non mais vous êtes des fous. Hein. Enfin vous, je dis vous, c'est vraiment, on n'a pas assez d'argent en France pour avoir une bonne protection de l'enfance, on met pas suffisamment de moyens justement sur l'aide sociale à l'enfance, sur les assistants et assistantes sociales. On a déjà bien du mal à lutter contre les abus, contre les mauvais traitements. On a bien du mal à lutter contre... On a vu qu'on avait jusque bien du mal à lutter contre des cas de mauvais traitements, voire de pédophilie dans les écoles. Et là maintenant, on entendrait aller envoyer des assistantes sociales dans les maisons pour vérifier que les enfants ne font pas le ramadan. Vous vous rendez compte ? Alors, tout en ayant été trop loin, je ne retire absolument rien. Je ne retire absolument rien de la violence, enfin du caractère absolu je ne retire absolument rien de mon indignation. Voilà. Tout en ayant tiré un fil trop loin, je ne retire pas un atome de mon indignation. C'est fou. Ils vont envoyer personne, ce sera contrôlé à l'école. D'accord, super. Donc tu vas demander à des jeunes, tiens, croque donc dans cette pomme. Non mais franchement... Enfin c'est vraiment ça, c'est... Ouais, tu peux ne pas manger à la cantine, juste tu veux bien croquer dans cette pomme, s'il te plaît ? Non mais vous vous rendez compte, c'est de la... Vous vous rendez compte en pratique. Enfin, c'est en pratique, quoi. D'autant que... Enfin bref, c'est vraiment... Il n'y a aucune... En fait, cette mesure... Non seulement sur le fond, elle est évidemment brutalement islamophobe, discriminatoire et fondamentalement anticonstitutionnelle. Ça bouge pas. Hein. ça bouge pas. C'est islamophobe, discriminatoire et surtout fondamentalement anticonstitutionnelle. On rappelle qu'elle contrevient à l'article 1er de notre Constitution. Article 1er. Mais de surcroît, pour le coup, en pratique, quand tu imagines comment en pratique tout cela va se passer, il n'y a rien, il n'y a aucune manière d'imaginer une pratique de cette mesure qui ne soit pas une pratique profondément liberticide. Mais liberticide au point que commence à pointer le spectre du quotidien des familles régi de l'intérieur, avec un œil à l'intérieur, par l'État. Je ne vois pas comment pratiquer ça autrement qu'en allant contrôler que dans les familles musulmanes, les gamins mangent bien le midi.
Donc tu vas faire rentrer des assistants et assistantes sociales par pure islamophobie pour vérifier que faites-leur, allez-y, faites-leur faites-leur à manger, ok, on veut voir qu'ils mangent bien, d'accord, très bien, c'est bon, il a mangé, il fait pas le ramadan, allez, je peux y aller. Non mais c'est vraiment... Enfin, c'est à ce niveau-là, de stigmatisation et de discrimination. C'est ça que demandent les sénateurs en question. C'est ça que demandent les sénateurs en question. Alors bon, l'image est moins frappante que celle que j'ai employée au début. J'ai été un peu loin. Mais sur le fond, sur le fond, l'idée reste, y compris en pratique, absolue. Enfin, je veux dire, choquante au dernier degré. On va juste lire. Alors, évidemment, s'il y a les sénateurs LR qui proposent d'interdire le voile aux mineurs de moins de 16 ans, Laurent Wauquiez doit aller plus loin, hein, parce que évidemment, il est obligé d'être toujours en pointe sur l'islamophobie. C'est-à-dire qu'il peut pas laisser quelqu'un être plus islamophobe que lui, et surtout pas des sénateurs issus de son propre rang. Donc Laurent Wauquiez, lui, il a déposé une proposition de loi pour interdire le voile aux mineurs, point, dans l'espace public. Hein. Donc pas seulement les mineurs de moins de 16 ans, les mineurs, point. Laurent Wauquiez dépose une proposition de loi pour interdire le voile aux mineurs, un texte anticonstitutionnel selon les juristes. Sa proposition de loi vise à modifier la loi du 10 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Je vous rappelle, pour ceux qui me diraient « oui, mais justement, on a réussi à interdire la burqa en 2010 », non. Je vous rappelle, comme je vous le rappellerai toujours, en 2010, la France n'a pas interdit le port de la burqa. La France a interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Parce que, encore une fois, tu ne peux pas, en France, article 1er de la Constitution, cibler une religion plutôt qu'une autre. Et donc, a fortiori, tu ne peux pas cibler un vêtement religieux plutôt qu'un autre. Ce papier, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qu'en disent les constitutionnalistes, pour vous montrer que quand je vous dis c'est brutalement anticonstitutionnel, ça n'est pas que moi qui le dis. Des professeurs de droit public, interrogés par l'AFP, émettent de sérieuses réserves quant à la conformité à la Constitution de cette proposition déjà formulée, tout en la circonscrivant en moins de 15 ans par le patron des députés macronistes, Gabriel Attal. Donc Gabriel Attal avait déjà proposé la même chose. Je vous rappelle que désormais, l'islamophobie est partagée sur tous les rangs, allant de l'extrême droite jusqu'à la Macronie. Donc Gabriel Attal, il veut la même chose, sauf que là, ils sont pas d'accord sur la virgule, quoi. C'est-à-dire que les sénateurs, ils veulent interdiction du port du voile dans l'espace public en dessous de 16 ans. Gabriel Attal, c'était en dessous de 15 ans. Laurent Wauquiez, c'est en dessous de 18 ans. Bon, ils sont sur le fond d'accord avec la même mesure totalement et brutalement anticonstitutionnelle. Pour la constitutionnaliste Anne-Charlène Bézina, elle n'a aucune chance d'être conforme, rappelant que la loi sur la dissimulation du visage que son texte vient modifier a un motif de sécurité à l'ordre public et ne vise aucune religion en particulier, c'est ce que je vous disais. Or, M. Wauquiez cible très clairement le voile islamique dans l'espace public, contrevenant au principe de liberté de religion, ajoute l'enseignante. Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public à l'Université de Lille, se dit également très réservé. Bien que le texte se heurte au principe de liberté religieuse, M. Wauquiez justifiait ses démarches par la préservation des droits de l'enfant. Ce qui est assez habile, reconnaît M. Derosier, mais insuffisant pour garantir sa conformité anticonstitutionnelle. Mais insuffisant pour garantir sa conformité constitutionnelle. Assimiler le port du voile par une mineure à une forme d'asservissement reste juridiquement fragile. Incontestablement, une fillette de 9 ans pourrait le faire par mimétisme ou sous l'effet d'une instrumentalisation, observe-t-il, mais une adolescente de 16 ans peut davantage le porter par conviction personnelle. Il rappelle par ailleurs que l'interdiction de dissimulation du visage est justifiée par des raisons de sécurité, avec la nécessité de pouvoir identifier les personnes, un raisonnement difficilement transposable au fait de se couvrir la chevelure. Donc là, ici, on a deux constitutionnalistes, Jean-Philippe Derosier et Anne-Charlène Bézina, qui remettent en cause la conformité de cette mesure à la Constitution et qui sont rejoints en cela par absolument tous leurs collègues et tous leurs confrères. C'est-à-dire que tout le monde sait. C'est déjà pour cette raison qu'à l'époque de la loi de 2004, il avait fallu interdire le port de tous les signes religieux ostensibles dans l'espace scolaire et pas seulement du foulard. Et c'est pour cette raison qu'en 2010, il avait fallu interdire le port de tous les vêtements qui permettent de dissimuler son visage et pas seulement de la burqa. C'est une jurisprudence constitutionnelle constante, claire, explicite. Ces mesures n'ont aucune chance d'aboutir. Sauf, bien sûr, à proposer de réviser l'article 1er de la Constitution.
On va faire une petite pause, les amis, parce qu'il est 14h47. Il est 14h47, on va faire une petite pause dans le raisonnement. Là, maintenant, on a fait l'exposition. Hein. On a fait l'exposition. Là, maintenant, il nous reste la partie fun. Puisqu'on va écouter Laurent Wauquiez, on va écouter Aurore Berger, on va écouter Emmanuel Brisson, membre de LR. Bref, on va les écouter parler. Hein, maintenant qu'on a exposé ce que il et elle revendiquaient, on va les écouter parler. Merci à toi, peuple de YouTube, d'avoir suivi ce stream. Alors, un stream un peu haché, je ne sais pas exactement ce que tu auras vu, puisque, en tout cas, pour tout te resituer, on a commencé par la question donc, du Rassemblement national, les œufs et Jordan Bardella, et cette question de la dédiabolisation. On a enchaîné sur le début du sujet sur l'islamophobie. On a fait ensuite le live Contre-feu, que tu ne verras quoi qu'il arrive pas dans cette vidéo, mais que tu verras sans doute dans une vidéo séparée. Pareil pour le podcast, pour pas créer de la confusion, on ne met pas nos collaborations rémunérées en rediff podcast, mais si vous voulez les voir, elles sont disponibles sur YouTube. Et la suite de la discussion autour de l'islamophobie et des propositions de loi des Républicains, ça aura lieu sans doute mercredi en direct, jeudi pour vous en replay. Voilà, on est sur... voilà, c'est un peu saucissonné, mais je le savais, c'est ma faute, je suis le seul responsable. J'ai voulu rentrer dans le sujet Jordan Bardella et les œufs, et ça m'a emmené trop loin. Et en même temps, c'était intéressant. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ainsi. Des bisous, peuple du futur. Et à jeudi dans le futur pour la suite de la discussion sur l'islamophobie. Des bisous tout le monde. À très vite.